ce soir, je reçois Clotilde Mravko, journaliste du Pôle International, et tu vas répondre à vos questions sur le plan Trump, sa réception en Israël, en Palestine, à l'international, ses conséquences pour Gaza. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu voudrais te présenter, nous expliquer brièvement ton parcours, le pôle international auquel tu travailles à Mediapart, ton périmètre? Oui, alors bonsoir à tous. Déjà, c'est mon premier Twitch, donc je vous demande d'être un peu indulgent, mais en même temps, j'aime bien la nouveauté, donc ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors moi, je suis une ancienne correspondante à Jérusalem. J'ai vécu à peu près 7 ans là-bas. Donc j'étais là quand il y a eu les attaques du 7 octobre et le début de la guerre génocidaire d'Israël sur Gaza. J'ai pas pu aller à Gaza, donc ça fait 2 ans en fait que je couvre ça à distance. C'est assez frustrant, très difficile, très compliqué aussi d'arriver même juste à joindre les Gazaouis. Donc c'est un énorme soulagement aujourd'hui de pouvoir parler du cessez-le-feu. Et puis, j'ai rejoint Mediapart un peu de temps après le 7 octobre en fait. D'abord à la Pige et puis là au service international depuis cet été. Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au Proche-Orient, mais évidemment l'actualité Gaza est la plus importante pour le pôle international sur le Proche-Orient. Avec l'Ukraine, c'est vraiment les deux pôles qui nous occupent vraiment beaucoup. On a déjà une question de Louis Pouzin qui demande que tu étais correspondant pour quel journal, quel média? Oui, j'ai fait beaucoup de journaux et de médias. J'étais au départ pour l'AFP à Jérusalem et puis ensuite Le Monde, Le Temps, donc le journal suisse. J'ai fait un peu pour Arte. J'ai travaillé quelques temps pour le bureau de France 2 à Jérusalem en 2021. Et puis voilà, en gros, j'avais fait aussi la radio Europe 1 avant que ça soit racheté par le groupe Bolloré. François Nilois, il n'a pas le temps. Il commence déjà avec les questions sur le traité, ce qu'il demande s'il y a quelque chose concernant l'accès de Gaza à la presse. Ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est un soulagement, ça y est, tu peux contacter des Gazaouis, mais... c'est un soulagement surtout parce que mes interlocuteurs peuvent me parler de manière un peu plus sereine, quoi. Ils sont pas sous les bombes. Il y a de l'électricité, ils peuvent aller la chercher plus facilement parce qu'ils risquent pas leur vie en allant juste charger leur portable. Mais non, il y a rien qui est prévu pour l'accès des journalistes à Gaza dans le plan Trump. En revanche, il y a une action qui est prévue par la Foreign Press Association qui regroupe en fait les journalistes internationaux à Jérusalem et normalement la Cour suprême israélienne doit examiner cet appel le 25 octobre. Ça fait plusieurs fois qu'on a fait pression en fait sur le gouvernement, les autorités israéliennes, mais jusqu'alors la Cour suprême israélienne était plutôt dans le sens des autorités israéliennes et donc n'a pas autorisé l'accès à Gaza. Est-ce que tu peux nous dire un peu le contexte en termes de je vois qu'il y a plein de questions, je lis en même temps. Non, Inès, c'est soulagement bien sûr pour tous les Palestiniens. Mais mes interlocuteurs sont palestiniens, donc voilà. Oui, pêcheur, commence pas à chercher des noises à Clotilde. C'est son premier Twitch. Ne présupposons pas de mauvaises intentions comme ça dans les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres flottilles de prévues? Elles ont plus de chances d'arriver maintenant qu'il y a cet accord Non, je pense pas qu'elles auront plus de chances d'arriver malheureusement parce que l'accord ne change rien pour l'instant sur les frontières et qui contrôle les frontières et donc c'est toujours Israël qui contrôle les eaux de Gaza pour l'instant et même quand éventuellement plus tard ce serait une force internationale, les contours sont tellement flous que ça sera pas dans les semaines voire dans les mois qui arrivent. Est-ce que tu peux nous faire un rappel des différents accords qui ont échoué jusqu'à présent concernant Gaza? Est-ce qu'on peut remonter, je ne sais pas, jusqu'au Deal of the Century en 2020 de Trump et aux derniers accords où à chaque fois Israël a mis fin on a en fait, Trump n'est pas à son premier plan. Il en avait sorti un en 2020 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était déjà extrêmement dangereux pour les Palestiniens puisqu'il prévoyait notamment d'échanger des territoires entre la Cisjordanie et Israël et donc faire basculer certains Palestiniens citoyens d'Israël en Cisjordanie et basculer certaines colonies juives israéliennes en Israël. Le plan n'a pas abouti
Mais en fait, on voit quand même qu'il a inspiré le plan qu'on a aujourd'hui sous les yeux, puisque il y a notamment cette idée de la paix par le développement économique. Ça, c'est vraiment un truc que Trump a mis martèle en fait depuis longtemps. C'est sa vision des choses. Et puis il avait aussi déjà missionné Jared Kushner à l'époque. Et puis on a eu en fait 2 trêves avant ce cessez-le-feu. La première trêve, c'était fin novembre 2023, où il y a eu déjà des échanges de prisonniers, d'otages. La deuxième trêve, c'était la plus longue. Elle a duré 2 mois, entre le 19 janvier 2025 et le 18 mars 2025. C'est encore une fois Israël qui l'a rompu unilatéralement. Et donc là, on est au 3e cessez-le-feu qui a l'air quand même d'être plus solide parce qu'il est notamment vraiment parrainé cette fois-ci par les États-Unis qui ont mis tout leur poids, et aussi parce que on a une configuration un peu différente cette fois-ci. Peut-être qu'on y reviendra. Il y a quand même pas mal de questions sur le plan, par exemple, est-ce que les convois de nourriture ont accès maintenant à Gaza? Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, les conditions de ce plan Trump? Alors, effectivement, c'est prévu que l'aide humanitaire puisse entrer. On parlait notamment de 500 à 600 camions qui seraient autorisés à rentrer. Donc, c'est à peu près par jour, pardon. Ouais. C'est à peu près ce que l'ONU préconisait d'ailleurs avant la guerre. Donc là, on est peut-être sur quelque chose qui sera même un peu en dessous des besoins, mais dans tous les cas, ça a rien à voir avec ce qui se passe actuellement et ces derniers mois, puisque quand même en juillet, on était à une moyenne de 28 camions par jour, donc on était vraiment très loin. Ce qui est prévu, c'est un retrait progressif de l'armée israélienne. Alors là, ça va sûrement achoper sur ce point-là, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où. Israël a dit qu'il voulait quand même garder un pied à Gaza. Évidemment, le Hamas et les Palestiniens refusent. Pardon. Et on a également prévu dans ce plan le désarmement du Hamas. Donc ça, c'est aussi un énorme point d'interrogation, puisque le Hamas a l'air OK pour désarmer dans certaines limites, mais il y a probablement des points qui vont poser problème, notamment les armes légères, entre guillemets, c'est-à-dire les fusils d'assaut, les armes que possèdent les combattants, en fait, plus que l'arsenal de roquettes qui, de toute façon, est assez largement épuisé. Donc voilà, c'est ces questions-là sur lesquelles ça va être un peu plus compliqué. Politique demande, selon la BBC, le Hamas est en train d'installer des checkpoints et de lancer des raids contre d'autres factions accusées de collaboration avec Israël à Gaza. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? Oui, alors c'est une super bonne question. En fait, effectivement, très peu de temps après l'annonce du cessez-le-feu, la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, on a vu que le Hamas a positionner ces hommes dans la rue, des hommes qui s'occupaient de la sécurité intérieure, qui sont revenus dans les rues de Gaza. Et il y a eu effectivement des affrontements assez violents avec notamment des hommes du clan Darmouche, qui est un énorme clan à Gaza. Donc en fait, c'est un peu difficile de catégoriser qui fait quoi dans le clan Darmouche, parce que c'est une très grande famille. Dont une partie est mafieuse, dont une partie est accusée d'avoir collaboré avec Israël, et une autre partie a été tuée par Israël parce qu'elle a refusé de collaborer. Donc voilà, c'est pas si simple. Mais effectivement, par contre, le risque de chaos, il est réel, parce qu'on a un délitement de la société palestinienne à Gaza. Une société qui était c'était un tissu social qui était quand même très très solide, qui s'est construit malgré le blocus, qui est tenu. Qui était évidemment tenu par une main de fer aussi par le Hamas, mais pas uniquement. Il y avait vraiment cette solidarité entre familles, et évidemment entre les déplacements forcés qui ont en fait délité les solidarités de quartier, les solidarités familiales, puisque les gens se sont retrouvés éparpillés. Puis en même temps, l'adversité qui fait qu'il y a eu quand même des gens qui se sont fait beaucoup d'argent sur la revente du peu d'aide humanitaire qui rentrait, donc des gens qui ont aussi profité de la guerre et qui ont accumulé beaucoup de ressentiment parmi la population gazaoui. Donc là, il y a des risques en fait, effectivement, que une fois que la guerre soit terminée,
la sécurité à Gaza soit pas encore de retour facilement, et ça dépendra aussi peut-être des conditions dans lesquelles l'aide humanitaire va entrer, les conditions aussi dans lesquelles les gens vont pouvoir reconstruire leur vie. Ça va dépendre de facteurs sociaux aussi. On a pas mal de questions sur le protectorat et le parachutage. En fait, pourquoi Tony Blair? Quel est son lien avec la population palestinienne? Pourquoi le protectorat? Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, puisque ça fait partie des conditions de l'accord, qu'est-ce que c'est un protectorat et pourquoi Tony Blair en effet Alors l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un gouvernement technocratique palestinien. Donc en fait, c'est un peu pour répondre à l'exigence de ne pas avoir le Hamas. Et ce gouvernement technocratique palestinien, lui, en gros, accolerait un mentor qui serait donc ce comité pour la paix qui est piloté notamment par Donald Trump. Et on a parlé également de Tony Blair. Alors, Trump a l'air de rétropédaler sur cette histoire, puisqu'il a dit dans l'avion, je crois, que Tony Blair, peut-être que c'était pas si consensuel, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment d'accord et que donc il allait voir si c'était vraiment le choix. Évidemment, Tony Blair a quand même un bilan assez catastrophique en Irak. Et en fait, Tony Blair était au quartet pour mener des négociations dans la vue de reprise, des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est peut-être pour ça que son nom est sorti, probablement même, parce qu'il est placé dans les cercles. Mais pareil, il n'a pas gardé un souvenir impérissable quand il était au quartet. En tout cas, chez les Palestiniens, c'est clairement pas une figure qui amasse beaucoup de popularité. Oui, puis est-ce que en termes de système, le protectorat, c'est quelque chose qui a déjà fonctionné? On a eu un article dans Mediapart sur l'expérience des Balkans qui montre que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que toi, tu connais des exemples de protectorat qui mènent à une vraie indépendance Je pense que aussi le grand problème dans le cas de Gaza, c'est même pas forcément le fait que effectivement un protectorat, ça ne marche pas pour amener vers une solution. Mais là, en plus, on a quand même des forces politiques installées, on a une scène politique. C'est pas comme si on sortait d'une zone où il n'y avait pas eu de gouvernement pendant des années, etc. Là, on a quand même des forces politiques palestiniennes. C'est juste que l'extérieur n'en veut pas, en fait, très clairement. Donc, c'est un protectorat aussi pour des mauvaises raisons. Et surtout, je pense le danger le plus grand aujourd'hui auquel les Palestiniens vont devoir faire face, c'est que si on fait un protectorat à Gaza, on a de fait coupé toute possibilité d'État palestinien, puisqu'on a de fait coupé Gaza de la Cisjordanie, qui sera sous un régime, et Gaza sous un autre régime. Karim Bey demande quels ont été les principaux leviers diplomatiques et politiques utilisés par l'administration Trump pour formuler ce plan. Alors, il semblerait, c'est ce que révèle en tout cas le journal américain, le site américain Axios, que en fait Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, et Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, tout se fait un peu mélanger dans l'administration Trump, mais bon, se sont envolés pour Sharm el-Sheikh, où il y avait les derniers pourparlers sur les derniers éléments du plan Trump entre le Hamas et Israël, et qu'en fait apparemment Witkoff et Kushner ont en fait négocié directement avec le Hamas. Il semblerait que ce soit les Qataris, ça c'est toujours selon Axios, soit les Qataris qui aient dit en fait on a besoin de vous dans la pièce pour faire avancer les choses parce que vous avez un poids évidemment politique et diplomatique. Donc c'est clair et net que Trump a la possibilité de faire pression sur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, mais apparemment il avait aussi la possibilité de faire pression sur le Hamas, et donc je pense que c'est vraiment c'est vraiment le fait que les Américains aient décidé de proposer une solution qui a fait que ça a avancé. Et en fait, je tiens quand même aussi à rappeler que il n'y avait pas d'autre solution en face, en fait. Trump a proposé quelque chose qui est, on va en reparler, vraiment, je pense, catastrophique pour l'avenir des Palestiniens. Mais pour un cessez-le-feu, il n'y avait pas d'autre option. Et en fait, même les Palestiniens en étaient conscients et se disaient, oui, mais bon, à un moment, il faut aussi que le sang arrête de couler, quoi. Et pourquoi les anciens cessez-le-feu qui finalement avaient l'air peut-être un peu mieux ficelés, donc pas convaincus alors que celui-ci convainc En fait, c'est plus Benjamin Netanyahou, je pense, qui est acculé, qui est dans une autre phase politique.
Les 2 précédents cessez-le-feu, je pense qu'il n'avait pas accompli assez à Gaza en termes de destruction, en termes de montrer à la population israélienne et surtout à son extrême droite qu'il avait brisé en fait les Palestiniens de Gaza. Et quand même, mine de rien, je pense que les accusations de génocide à l'international, la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Portugal, le Canada, l'Australie, ça a aussi fait un peu changer, enfin, basculer les équilibres. On a vu quand même qu'Israël était pas isolé. Hein. Moi, je vais pas jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, sur la scène internationale, ces soldats aussi commençaient à avoir des problèmes avec des poursuites judiciaires. Donc, il y avait une sorte d'urgence qui n'existait pas, en fait, dans les deux précédents cessez-le-feu. C'est aussi remonté dans le chat, c'est que les États-Unis ont largement financé les actions d'Israël et peut-être que ça aurait conditionné si Netanyahou avait refusé ce plan Trump. Je crois que Netanyahou n'avait pas vraiment le choix. Oui. Ah ouais. Oui, parce que il y a aussi la Barbette qui dit quel était l'intérêt pour Israël d'avoir accepté ce plan. Ben voilà, tu l'as expliqué. En fait, ils n'étaient pas sur le point de gagner la guerre. Je pense que c'est vraiment ça qui... C'est-à-dire que même s'ils avaient complètement annihilé la ville de Gaza, je pense qu'il aurait été vraiment compliqué. En fait, pour les Israéliens, gagner la guerre, ça aurait voulu dire expulser tous les Palestiniens de Gaza, hein, clairement. Vu les intentions qu'ils avaient posées sur cette guerre en la menant. Et ça, je pense que c'est à ça que Netanyahou est arrivé à conclusion en disant, en fait, on a assez détruit et on n'arrivera pas à l'objectif de la recolonisation de Gaza. Et on a besoin de Donald Trump de notre côté. Comment le peuple israélien voit Netanyahou par rapport à ce génocide ? Parce que je pense que c'est dans un de tes articles, il y a une de ces déclarations où il explique qu'il a fait beaucoup, qu'il est fier de ce qu'il a accompli. Donc, est-ce que le mot génocide n'est ne serait-ce que prononcé en Israël ? Non, les Israéliens n'utilisent pas le mot génocide, absolument pas. En fait, c'est assez intéressant, je pense, plutôt que de parler de Netanyahou, de voir les réactions de l'opposition centriste et de la gauche au plan Trump, où ils ont tous salué vraiment le plan Trump et où limite, ils ont été un peu obligés presque de dire que finalement Netanyahou, c'est pas trop mal, débrouillé. Et donc, en fait, il y a une opposition à Benyamin Netanyahou de la part d'une partie de la population, déjà par rapport à avant le génocide à Gaza sur la réforme de la justice qu'il avait initiée, son rapport un peu autocratique, en tout cas illibéral, je dirais pas autocratique, illibéral au pouvoir. Mais on a également les familles des otages, etc., et toute cette frange de la population israélienne qui avait grossi, qui était mécontente en fait du fait que la guerre continuait parce qu'ils voulaient le retour des otages. Donc là aujourd'hui, pour l'instant c'est compliqué de prendre le pouls de l'opinion israélienne, mais je pense que dans quelques semaines on verra que finalement Netanyahou il est peut-être impopulaire en tant que personne, mais sur ses idées, sur sa manière de mener la guerre, il n'y a pas, en tout cas sur le fait que ce soit un génocide, le fait qu'il y ait des crimes de guerre commis à Gaza, clairement la société israélienne ne se pose pas ces questions-là. Dans sa grande majorité, parce qu'évidemment, il y a des petites minorités qui le font, mais elles sont extrêmement minoritaires et elles sont aussi ciblées. Ouais. Une question de Terence, je remonte un peu Terence. Est-ce que le protectorat a inclus des contrôles des côtes au large de Gaza ? Est-ce que ça sera l'armée israélienne qui continuera de faire la police ? Est-ce qu'il y aura des forces indépendantes ? Non, justement, le but du protectorat, c'est à la fois une gestion par ces technocrates palestiniens chapeautés par le comité de la paix occidental, en gros. Pas que occidental, mais... et derrière, une force... de sécurité internationale, probablement majoritairement composée de pays de la région, ou en tout cas de pays musulmans, de forces venant de pays musulmans. Et donc ce seront eux qui contrôleront Gaza. L'idée, c'était justement pour éviter qu'Israël contrôle Gaza. Pour les frontières, c'est très flou, il n'y a rien qui est dit. Il semblerait que Israël va se retirer de Rafah, du couloir de Philadelphie. Pour l'instant, tant que c'est pas fait, je trouve que c'est un peu prématuré de se lancer. Et sur la frontière maritime, je pense que c'est encore plus prématuré.
Bébert te demande est-ce que le cessez-le-feu va permettre à la Cour internationale de justice d'agir? Non, enfin, ça va pas forcément changer peut-être pour la collecte des preuves, mais ça, j'avoue, j'ai pas les détails. Mais en tout cas, de toute façon, enfin, si on parle de la Cour internationale de justice, donc de la plainte déposée par l'Afrique du Sud, en fait, c'est le temps judiciaire qui est très long, et donc le cessez-le-feu n'intervient pas dans ce temps judiciaire. Ok. Tu nous as parlé du coup des réactions de l'opposition israélienne. Est-ce que tu nous parlais des réactions de ce qui reste de la classe politique palestinienne? Alors, en fait, le Hamas a donné sa réponse en accord avec une certaine faction palestinienne de Gaza, parce que c'est aussi important de rappeler, en fait, c'est le Hamas qui est la vitrine, en fait, dans ces négociations, mais ils ont quand même une relation assez forte avec d'autres factions, notamment le djihad islamique. Et donc, ils ont accepté le plan, mais avec, bien sûr, des comment dire, c'est pas des conditions, c'est plutôt des amendements. Voilà, des amendements. Notamment, ils sont d'accord pour ne pas revenir au pouvoir, mais ils veulent faire partie du mouvement national palestinien en vue de la création en vue de la réalisation du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Ça veut dire qu'ils vont rester dans le jeu politique. L'autorité palestinienne, elle, avait accueilli le plan sans réserve, avec quand même justement des Palestiniens qui se posaient un peu la question de mais pourquoi ils n'ont pas de réserve sur ça. Ce serait quand même important qu'ils aient aussi quelques réserves sur le fait que, effectivement, après, l'autorité palestinienne avait le droit de revenir un peu sur le devant de la scène. Donc c'est clair que là, enfin, on voit Mahmoud Abbas, est président palestinien, et Sharm el-Sheikh. C'est un peu le retour de l'autorité palestinienne sur le devant de la scène. Donc je pense que pour eux, effectivement, c'est un accord qui n'est pas gagnant pour le peuple palestinien, mais gagnant pour l'autorité palestinienne. Est-ce qu'on a déjà des infos sur le financement de la reconstruction de Gaza? Est-ce que ça fait partie du plan Trump? Parce que, comme tu l'as dit, donc en termes de destruction, là, c'est une montagne de ruines. Il faut tout reconstruire, ne serait-ce que déblayer. Oui, alors en fait, c'est Trump, donc tout est un peu laissé dans le flou. C'est le miracle des entrepreneurs, donc ça fait aussi un peu peur parce que tout dépend qui va. Mais clairement, il semblerait que ce soit les pays du Golfe qui vont mettre la main à la poche. Dans quelle mesure, sous quelles conditions? Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas défini. Ce qui est intéressant dans le plan Trump, je trouve, à souligner, c'est que en fait, c'est un plan qui parle quand même rapidement d'une Riviera. Alors, en fait, en février, Donald Trump parlait d'une Riviera, en fait, sans les Palestiniens à Gaza. Là, le discours a un peu changé. C'est une Riviera avec les Palestiniens, en fait. C'est quand même une vision du Moyen-Orient très, très, enfin, de la région qu'on appelle Moyen-Orient, très déconnectée de la réalité. Et alors, de la réalité gazaoui, très clairement, enfin, on a vraiment... c'est une idée aussi un peu israélienne, depuis longtemps, de dire oui, si ils n'avaient pas choisi le Hamas et la terreur, le terrorisme, alors depuis longtemps, Gaza serait Singapour. Bon, en réalité, non, Gaza est sous occupation. Ça paraît compliqué d'avoir un développement économique sous occupation et après sous blocus. Bien sûr, il y a quelqu'un du coup dans le chat qui te demande c'est toujours d'actualité la Riviera. C'est bien dans le plan Trump. Oui, c'est toujours d'actualité la Riviera. Quel est l'intérêt de Trump finalement à s'investir dans ce plan? À un moment, on parlait de son envie d'avoir le prix Nobel de la paix. Il y a un intérêt financier pour lui, d'image? Son Jean Jared Kushner a très envie d'investir dans la Riviera. Dans la Riviera. Voilà. Lui, Trump, il veut faire des deals qui marchent. Il n'a pas réussi sur l'Ukraine. Il l'a redit aujourd'hui à la Knesset, c'est le Parlement israélien, quand il a fait son discours. C'est vraiment un truc qui lui est resté en travers de la gorge. Donc là, c'est l'occasion d'avoir un deal. Il peut dire au monde entier, c'est moi qui ai fait la paix au Moyen-Orient. Et je pense qu'en plus, le timing qui est parfait, parce qu'il arrive après Emmanuel Macron qui a annoncé sa reconnaissance de l'État palestinien. Voilà, il dit, en fait, toi, tu reconnais l'État palestinien, moi, je fais la paix. Moi, je vais taire les armes, quoi.
Dans le chat, il y a Inès Savouzi qui dit finalement, il est mégalo, ce mec. Ah oui, je pense que ça peut résumer, oui. Sans rentrer non plus dans la politique psychologie, mais très clairement, le discours d'aujourd'hui montrait qu'il s'aime beaucoup. En tout cas, il est très content de cette réalisation. On avait plusieurs questions sur sa crédibilité. Je remonte par exemple, Trump, avec toute son impulsivité, sera-t-il capable de mettre la pression sur Netanyahou si celui-ci continue, malgré un traité, ses actions de violence Oui, parce que là, il s'agit justement d'une espèce aussi d'orgueil personnel, c'est-à-dire que si le deal ne marche pas, comme l'Ukraine, là, vraiment, ça va être compliqué de se maintenir la face aux yeux du monde. Donc, c'est un peu ça aussi le danger, mine de rien, parce que d'un côté, c'est bien, ça veut dire qu'il va s'accrocher au fait que l'accord marche, et de l'autre, ça veut dire qu'il va s'accrocher à n'importe quel prix. Et c'est un peu ça l'envers du décor, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a pas de solution politique pour les Palestiniens à Gaza. Comme on disait, hein, c'est cette tutelle internationale. Et il n'y a pas non plus de vision de justice. En fait, on parle ni de justice, ni de démocratie, et encore moins de redonner le droit à l'autodétermination aux Palestiniens. C'est vraiment ça qui pose problème aujourd'hui, une impunité totale d'Israël qui n'est pas du tout adressée dans cet accord. Est-ce que tu dis que donc Trump est capable de maintenir la pression sur Netanyahou? Comment expliquer que les actions génocidaires soient toujours en cours à Gaza malgré cette annonce de cessez-le-feu, puisqu'il y a eu encore là une annonce d'un journaliste qui a été assassiné? Alors non, le journaliste il a été assassiné du coup dans ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si tu peux nous en dire plus, parce que les premières infos disaient que c'était une milice financée par Israël qui voulait donc se débarrasser, comme on l'a vu, qu'ils ont tué quand même pas mal de journalistes. Oui, mais alors du coup, on peut pas dire que c'est vraiment Israël qui a continué. En fait, Israël a respecté le cessez-le-feu jusqu'alors. Ils ont mis du temps c'est-à-dire qu'une fois que le Hamas avait donné sa réponse et que tout était bon, il avait fallu attendre un vote du gouvernement israélien, et pendant ce temps-là, les bombes continuaient de pleuvoir à Gaza. Mais elles se sont arrêtées vendredi matin. Et là, et du coup, ce journaliste a été tué parce que, en gros, il a été enlevé par un clan, donc le clan Darmouch, dont je parlais tout à l'heure. Et il a été tué par ces hommes du clan qui s'étaient retranchés dans une partie de Gaza, et c'est là que le Hamas est venu les chercher, et c'est là qu'il y a eu les combats. Ok. Donc apparemment, effectivement, ce sont une partie du clan qui était affilié, en tout cas qui collaborait avec Israël. Mais donc malheureusement, en fait, ce journaliste a été en quelque sorte la victime d'un règlement de compte des collaborateurs d'Israël. En tout cas, c'est ce qui semble le récit aujourd'hui qui se détache, parce qu'encore une fois, hein, c'est très compliqué d'avoir des informations claires sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce journaliste-là était justement assez connu en fait à Gaza. C'est lui aussi qui avait annoncé, par exemple, il y a une vidéo de lui en fait au cessez-le-feu où il vient réveiller les gens dans les tentes en disant hey, les gens, la guerre est finie. Enfin, c'était vraiment un choc en fait d'apprendre cet assassinat, et encore plus de voir qu'il a été assassiné par des Palestiniens en fait. C'est vraiment compliqué, quoi. Sur ce que tu dis sur l'information, difficile de savoir, dans le chat aussi une remarque, j'avais vu qu'il y avait eu des tirs de chars israéliens sur la population au soir même de l'accord. Qu'en est-il? Et si c'est vrai, croyez-vous sincèrement que Netanyahou va s'arrêter à la Palestine? Alors, il y a eu effectivement des tirs de chars israéliens, mais c'était justement avant que le gouvernement signe l'accord. Donc, il y a eu un laps de temps, donc c'était le jeudi. Effectivement, les vidéos sur Al Jazeera étaient vraiment impressionnantes. Netanyahou s'est pas arrêté à la Palestine, hein, ça c'est pas nouveau. On a vu l'Iran évidemment, mais je veux dire, les bombardements continuent au Liban. Il n'est pas dit effectivement que Netanyahou, enfin en tout cas que l'armée israélienne ne continue pas de faire ce qu'elle fait en fait régulièrement un peu partout, c'est-à-dire en Syrie, au Liban. Elle mène des bombardements, et c'est pas l'échelle évidemment de la guerre génocidaire qu'on a vue ces 2 dernières années, mais c'est pas la paix. Ouais. Je remonte parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions.
plus ou moins précise. La Gaza Humanitarian Foundation, c'est qui continue à gérer l'aide humanitaire. Alors non, ça c'est la bonne nouvelle de l'accord. Ça, tu peux repréciser. Oui, bien sûr. Donc la Gaza Humanitarian Foundation, donc la fondation humanitaire de Gaza, qui porte très mal son nom, c'est une officine parrainée par Israël et les Américains pour en réalité prendre le contrôle de l'aide humanitaire de Gaza, qui était contrôlée avant. Enfin, c'était un système qui est là depuis des décennies avec l'UNRWA notamment, l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens, le programme alimentaire mondial, des ONG internationales, ça marchait très bien. Sauf que ces ONG et l'ONU dénoncent en fait les crimes israéliens à Gaza, et notamment cette politique d'affamer la population à Gaza sciemment en bloquant la nourriture, ou en tout cas la laissant entrer au compte-gouttes. Et donc Israël a décidé au printemps 2025 d'imposer un siège à Gaza, et à la levée de ce siège qui a duré à peu près 2 mois et demi, eh ben, ils ont imposé cette Gaza Humanitarian Foundation qui a en fait organisé des distributions d'aide qui ont été l'occasion d'horribles tueries en fait, puisque les gens venaient chercher de l'aide et se faisaient tirer dessus par l'armée israélienne, qui a fini par avouer qu'elle tirait sur la foule, soi-disant parce que les gens se rapprochaient en masse, mais parce qu'aussi c'était extrêmement mal organisé. On avait des pénuries, donc les gens avaient faim, donc ils allaient en nombre, on parle de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui se massaient devant les centres de distribution, et il n'y en avait que 4, et on ne savait pas quand est-ce qu'ils ouvraient. C'était annoncé 2 heures avant sur Facebook, donc ça crée effectivement un chaos, et c'est ce chaos-là que l'armée israélienne utilisait pour tirer directement sur la foule. Et donc on a eu les chiffres du ministère, c'est plus de 2500 personnes tuées entre fin mai et du coup le cessez-le-feu autour de ces centres de distribution, donc, et autour des points de passage d'entrée de l'aide humanitaire, où pareil, comme la pénurie était orchestrée et notamment aidée aussi par la Gaza Humanitarian Foundation qui ne distribuait pas assez, et ben on a eu ce carnage en fait de gens qui venaient chercher de l'aide et qui se faisaient tuer. Et donc là, oui, apparemment, les sites ont été démontés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. C'est l'ONU qui va reprendre la main et les ONG internationales. Alors ça, c'est la question qui est revenue aussi plusieurs fois sur le doute, en fait. Est-ce que Netanyahou va respecter ce cessez-le-feu, puisque c'est Ara Topaz qui le fait remarquer, puisqu'il a dit que la lutte n'était pas terminée dans une de ses déclarations officielles. La lutte... Oui. Entendu, est-ce que c'est une lutte armée? C'est compliqué évidemment de prédire ce que va faire Benjamin Netanyahou, mais moi je penche quand même pour l'idée que Donald Trump a envie que ce deal tienne, 2, l'armée israélienne est épuisée, c'est horrible à dire, mais il y a quand même aussi c'est-à-dire cette dimension-là qu'il faut qu'on regarde, c'est-à-dire que la société israélienne, une fois que les otages sont libérés, il y a quand même une partie qui va dire ok, mais pourquoi on y retourne du coup, je comprends pas trop. Et puis il y a aussi le fait que là aujourd'hui, il a réussi à signer un accord et à garder sa coalition. Donc du coup, la guerre est moins importante politiquement pour lui. Est-ce que certains Palestiniens qui voudraient partir vont bénéficier d'un statut de réfugié? Est-ce que déjà ça signifie la fin du blocus? Alors ça, pour le coup, c'est vraiment trop tôt. Pas encore, oui. Vraiment trop tôt pour le dire. Le statut de réfugié, il est acquis dans les pays où on arrive. Donc ça, c'est par exemple à la discrétion de la France, qui apparemment, oui, donne le statut de réfugié aux Palestiniens depuis peu d'ailleurs. Mais voilà, ça dépend aussi du gouvernement qui va nous tomber dessus. Comme tu disais, donc là, Netanyahou, il est dans un moment un peu politique particulier, et c'est possible que d'ici les semaines qui arrivent, ils soient un peu désavoués. Il y a une question, c'est est-ce que de Cristal, désolé, je ne dirai pas la suite de ton pseudo, c'est imprononçable. Mec, je te pound. Ah oui, d'accord. Il y a la question de la sortie de Netanyahou aussi, vu que si la guerre s'arrête, c'est fini pour lui. Qui va prendre la relève? Alors moi, je suis pas aussi catégorique. Je suis pas sûre que ce soit fini pour lui. En tout cas, je vois personne prendre la relève. En fait, c'est ça le problème de la politique israélienne, c'est que au fond, ça fait un moment que les Israéliens veulent dégager Netanyahou. Mais ils veulent le dégager pour mettre quelqu'un de plus modéré ou de plus extrême finalement? Non, pas forcément. Pour mettre quelqu'un qui a les mêmes, en tout cas par rapport aux Palestiniens, les mêmes idées. Ok.
que ce soit Benny Gantz, Yair Lapid, Naftali Bennett, qui était quand même un ancien dirigeant colon. Donc voilà, on n'est pas sur des gens qui vont avoir une politique très différente à l'égard des Gazaouis et des Palestiniens. Les Palestiniens en général, je veux dire. Mais par contre, on a... en fait, en 2019, on a eu un cycle de, je crois, 5 élections dans lesquelles personne n'a réussi à faire une coalition sans... qu'à la fin, c'est Netanyahou qui a réussi à faire sa coalition en 2022. Donc, moi, je serais très prudente sur dire c'est la fin de Netanyahou, parce que c'était un fin stratège politique, déjà, hein. Et 2, en fait, comme ses opposants n'ont pas des idées complètement différentes de lui, c'est quand même compliqué de se démarquer, en fait, en proposant à peu près la même chose, sachant que la dernière coalition qui a eu, qui a duré un petit peu en 2021, qui a duré 1 an contre Netanyahou, clairement, c'était un assemblage de gens qui étaient juste contre Netanyahou, mais ils n'avaient pas d'autre programme que d'être contre Netanyahou, donc ça ne donne pas vraiment une politique intéressante non plus. En tout cas, pour les Palestiniens, ça a été le déclenchement d'une grande opération en Cisjordanie, dont on voit les conséquences aujourd'hui, puisqu'elle se poursuit. Pour moi, ça a commencé vraiment au printemps 2022, sous ce gouvernement soi-disant d'opposition à Netanyahou, où en fait, c'est là où l'offensive contre les Palestiniens en Cisjordanie a commencé, quoi. Il y a Ulysse Jumi qui demande est-ce qu'il y a des oppositions au colonialisme en Israël ? Très peu. On a vu cet après-midi à la Knesset 2 députés, donc un palestinien d'Israël, Ayman Odeh, et un juif communiste, Ofer Kassif, qui est le seul israélien juif sur la liste des... En gros, c'est l'union de 2 partis qui sont palestiniens en majorité, donc. Et eux, ils ont brandi, en fait, pendant le discours de Trump, Recognize Palestine, donc reconnaissez la Palestine. Et ils ont été virés de la salle, bien évidemment. Mais du coup, voilà, il y a une petite, je crois qu'ils sont, alors je sais plus trop combien ils sont, je crois que 5 ou 7 députés. Sur combien ? 120. Ok, oui, c'est peu, oui. Et encore, c'est dans la part de la société, je pense que c'est même encore moins, quoi. Ouais. Tu penses que Netanyahou pourrait continuer à assumer son rôle politique, que les instances en fait internationales pourraient le laisser en place sans conséquence Je veux dire, il survole la France alors qu'il a un mandat d'arrêt de la CPI, donc je pense que oui, les instances internationales n'ont aucun souci à discuter avec Netanyahou, hein. On l'a vu. Fanfouane Nilwan, moi je ne savais pas. Le truc, c'est le particularisme du mode de scrutin en Israël. Il est le seul pays à faire une proportionnelle nationale, donc il y a un gros morcellement des groupes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, c'est vrai. C'est bien. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça permet... Enfin, c'est quand même un pays de coalition, justement, parce qu'il y a cette proportionnelle nationale. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas par... En fait, en Israël, ça ne fonctionne pas par... comment on appelle ça ? Pas canton, mais circonscription. Et donc, en fait, on a... Ouais, merci. Et donc, en fait, du coup, c'est vraiment une proportionnelle intégrale sur l'ensemble du territoire. Et en fait, le seuil pour arriver au Parlement est pas très, très élevé. Donc, ça permet, par exemple, en fait, des choses un peu folles. C'est-à-dire que Naftali Bennett est devenu Premier ministre avec... je sais plus combien de députés il avait à l'époque, mais je crois que c'était aussi aux alentours de 7. Donc, en fait, on arrive en fait avec des gens qui arrivent à être Premier ministre, ou en tout cas avoir un poids. Là, on voit par exemple Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir qui sont les plus extrêmes suprémacistes juifs, en fait, qui prônent vraiment la suprématie juive en Israël, qui eux, ont pareil, pas du tout une majorité de voix, mais qui sont capables d'influencer les décisions du gouvernement, parce que Netanyahou en a besoin pour sa coalition. Il y avait une question plus haut, je me souviens plus qui l'a posée, je suis désolée, je me souviens juste de la question, c'était si t'avais, je crois que c'était Karim B, si t'avais vu passer des actions de propagande envers le plan Trump, parce que côté israélien, il y a eu de l'achat de vidéos pour expliquer à quel point c'était une solution pérenne. Pour les Israéliens ? C'était une propagande à destination des Israéliens. Ça, oui.
Alors, beaucoup... Oui, c'est ça. Quelles sont les désinformations ou les propagandes les plus courantes que tu as repérées sur cette couverture du deal Trump? Ah oui, du coup, pas vis-à-vis des Israéliens. C'est vague, donc... Comment c'est présenté peut-être dans les médias israéliens? En fait, il y avait quand même... Enfin, je pense que vraiment l'idée que les otages soient libérés, c'est vraiment quelque chose qui était très, très fort. Et puis alors, faut savoir, en fait, en Israël, Donald Trump est hyper populaire, quoi, même parmi les opposants de Benjamin Netanyahu. Donc, en fait, il y a un peu ce truc-là aussi, on lui fait confiance. C'est le président américain, on l'aime bien, donc là, c'était intéressant aussi. Ouais, il y a des gens qui ont payé des panneaux publicitaires à Tel Aviv pour accueillir Donald Trump. Des gens qui ont utilisé des gens, genre des particuliers Non, des entreprises. Ouais, c'est genre des bienvenue lobbies. Donald, ok, de lobby. Mais quand même, c'est assez fort, quoi. Je me souviens aussi, pareil, quand il avait déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, donc reconnaissant officiellement Jérusalem comme la capitale. Éternelle de l'État d'Israël. Bien là, il y avait eu aussi Thank you, Mr. Trump, placardé un peu partout à Jérusalem. Et donc, après, là, pour répondre du coup à la question de Karine qui a précisé de manière générale, je dirais qu'en fait, ce que je trouve qu'on a beaucoup vu dans les médias, c'était un petit peu le côté où on présente le plan comme... En gros, c'est l'occasion historique pour les Palestiniens de se saisir de quelque chose plutôt que de mourir, quoi. C'est en partie vrai, malheureusement, mais il y avait quand même très peu de regards critiques sur le fait que ça les dépossède complètement de leur leadership politique, de leur manière de faire de la politique, et tout le monde a l'air d'accord, même dans les médias, pour dire... bah oui, bien sûr, on a un gouvernement technocratique, mais bon, finalement, c'est pas plus mal. Puis ce sera l'autorité palestinienne après, donc c'est pas non plus un problème. En fait, il y a quand même cette vision, je pense, dans les médias où on a... Enfin, je pense notamment à un édito de Haaretz, où c'est une personne qui d'habitude est quand même assez sensible à la question des Palestiniens, qui disait en gros... Bah oui, mais donc Haaretz, c'est un journal israélien de gauche, plutôt. Alors c'est sioniste, mais c'est quand même plutôt. Ça regarde beaucoup les Palestiniens. Ils ont un regard ils sont anti-occupation. Enfin voilà, c'est un journal qui est quand même marqué à gauche. Et en fait, elle disait, en gros, dans cet édito, elle disait en gros, oui, d'accord, c'est pas un bon accord pour les Palestiniens, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution pour arrêter le bain de sang. Donc bon, à un moment, les supporters des Palestiniens, vous devriez être du bon côté de l'histoire, quoi. Et est-ce que dans le plan, il est prévu que ce protectorat, je sais pas, dure 5 ans et qu'après, il y ait des élections qui soient mises en place et que toute la coalition internationale se tire enfin... Oh là là, c'est beaucoup plus flou que ça, l'accord. De toute façon, on n'a même pas l'accord final, en fait. D'accord. On a ce que Trump a présenté, le plan Trump, le 29 septembre, mais on n'a pas ce qu'ils ont signé. Ok. Et ça, on ne sait pas du tout quand ça sera communiqué. À mon avis, c'est encore en train de négocier. C'est-à-dire qu'on sait ce qui a été signé pour les otages et les captifs palestiniens qui ont été libérés parce que on les a vus, ils ont été libérés. Mais à la dernière minute, pareil. Il y a des noms, moi, que j'ai cherchés où je ne savais pas si c'était libéré ou pas libéré. Je pense notamment au directeur de l'hôpital de Kamel Adwan, le docteur Hussam Abou Safieh, qui a été arrêté le 27 décembre 2024 et qui donc, lui, devait figurer sur les gens libérés, sur la liste des prisonniers libérés, et finalement, il n'a pas été libéré. Je te laisse boire un peu, Pochard. Désolée. Non, t'inquiète pas. Bonsoir pour les retardataires dans le chat. Là, il y a vraiment, je comprends aussi, c'est vrai que on a du mal à se rendre compte. Il y a Ara Topaz qui est trop de monde, mais il n'y a vraiment aucun questionnement sur l'idée de colonisation, même au niveau universitaire en Israël. Et une question que je veux la regrouper parce qu'elle est un petit peu similaire finalement de Katwald qui dit, mais si j'ai bien compris, la gauche israélienne soutient en partie la colonisation. Oui. Pourtant, dans le reste du monde, ça fait des décennies que ce n'est plus le cas. Comment est-ce possible ? Par contre, je serais moins sympa avec la gauche en général dans le monde parce que je pense que quand même, il y a une bonne partie de la gauche qui s'est pas défaite de ces idéaux coloniaux ou néocoloniaux. Pardon, je suis vraiment désolée. En fait, non, en Israël, il y a une très, très infime partie de la société qui met en question cette colonisation.
mais elle est trop faible pour que ce soit. En fait, la société israélienne est créée sur ça. Oui. En fait, c'est une société enfin, c'est un pays qui a été créé en colonisant des terres. C'est-à-dire que même si on part en fait de 1948, en fait, Israël s'est créé parce que les milices sionistes ont réussi à faire fuir ou à expulser environ 900 000, c'est les registres de l'UNRWA en fait, environ 900 000 Palestiniens. Donc, c'est sur ça qu'Israël s'est créé. Donc, ça reste dans l'ADN. En fait, à partir du moment où les gens considèrent qu'Israël est un État qui doit être juif, et ben c'est tout le dilemme de la gauche sioniste. C'est-à-dire qu'à la fois on veut être un État démocratique parce qu'on est de la gauche, mais en même temps on veut pas, et en même temps on veut être un État juif. Sauf qu'un État juif ne peut pas être un État démocratique puisque en fait la proportion de juifs et de Palestiniens est à peu près la même et que les Palestiniens en fait refusent que l'État soit uniquement juif, ou en tout cas que les juifs aient un privilège du fait qu'ils soient juifs. Est-ce que tu peux nous parler de la situation du coup des Palestiniens d'Israël? Alors, ils représentent à peu près 20% de la population. En fait, la plupart des Palestiniens d'Israël, ce sont des Palestiniens donc, qui sont restés en 1948, qui font pas partie des 900 000 dont je parlais tout à l'heure. Mais quand même, beaucoup ont été quand même chassés de chez eux parce que ils sont des déplacés internes. Donc, par exemple, je parlais la semaine dernière avec une Palestinienne d'Israël qui m'expliquait que sa famille vient d'une autre région que la région où elle vit. Et en fait, elle aussi est une réfugiée. Là, ces 2 dernières années, ça a été très compliqué pour eux parce qu'en gros, ils ont eu une chape de plomb totale. Et en fait, tout soutien à Gaza était réprimé sur les réseaux sociaux, mais même la publication d'un message de sympathie, en fait, ou d'un message encore pire pour dénoncer le génocide. Et donc, en fait, on a eu un grand silence, en fait, des Palestiniens d'Israël. Et en fait, c'était assez horrible ce que me racontait, du coup, cette jeune femme, parce qu'elle me disait, moi, j'ai la famille de mon oncle à Gaza. Parce qu'il faut savoir quand même que finalement, tous les Palestiniens d'Israël qui vivent sur la côte, notamment, ou bien vers Lod, donc dans le centre d'Israël, eux, ils ont de la famille en fait qui a fui. Et quand elle a fui, en général, l'endroit le plus simple, c'était Gaza, parce que c'était le plus proche. Donc, ce sont des réfugiés à Gaza. Et en fait, à Gaza, ils ont une partie de leur famille avec laquelle ils n'ont pas de lien depuis des années parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à Gaza. Et en même temps, ils n'avaient pas le droit de pleurer les leurs. Ils n'avaient pas le droit même, ils avaient peur de communiquer avec les leurs à Gaza parce qu'ils avaient peur que ça puisse les emmener en prison. Donc, il y avait vraiment cette horreur de même pas pouvoir, par exemple, les Palestiniens ont une habitude qui s'appelle les tentes funéraires, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on met une tente devant chez soi et les familles viennent, les proches, les voisins, pour présenter leurs condoléances et boire un café, et manger des dattes et parler du défunt, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à faire ça pour les proches de Gaza parce qu'ils avaient peur qu'elle soit attaquée par la police. Donc, il y avait vraiment une terreur en fait des Palestiniens d'Israël à s'exprimer, qui est un peu plus, c'est un peu atténué avec le temps, mais qui continue à être là. Parce qu'aussi les manifestations, les rares manifestations qu'ils ont essayé de monter, ont été vivement réprimées. On revient un peu en arrière, mais bon, c'est Blockshai qui demande est-ce qu'un parti politique en Israël, même à gauche, est pour une solution à un État? Non, il y a une coalition qui s'appelle One Democratic State. Et je crois qu'il y a One Democratic State Campaign et il y a une autre. Ils sont 2 en fait, deux coalitions. Voilà, One Democratic State Initiative et One Democratic State Campaign. Ok. Et en gros, ce sont des Palestiniens et des Israéliens qui font campagne pour un seul État, mais c'est pas un parti politique, en tout cas en l'État. Il y a des anciens responsables politiques, mais ils sont pas, donc peut-être pas assez, je sais pas, mais en tout cas ils sont pas un parti politique. Écoute, il y a Swamjin qui te propose du miel pour ta gorge. Ah ouais. Mais on n'a pas la. Désolée pour vous, ça va pas être très agréable.
Si tu as besoin de faire une pause, de toute façon, tu le dis, il n'y a pas de problème. Tu pourras aller te faire du thé ou quoi, et on fera une partie lecture d'articles. Puisqu'on parlait de la solution à un État, il y avait cette question de Terence. La reconnaissance d'un État palestinien est-elle un point qui a été abordé lors des négociations? Est-ce que le plan prévoit que ce sujet soit traité dans le futur? Non, c'est pour ça en fait qu'ils ont brandi cette pancarte Recognize Palestine, parce que justement c'est pas prévu. En tout cas, Trump ne veut pas reconnaître l'État palestinien. Et est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs puissances internationales a pu jouer dans l'acceptation de ce plan Trump? Il semble que oui. Il semble que Trump s'est senti un peu mis de côté et qu'il avait envie justement d'arriver en disant « Ouais, ok, vous reconnaissez la Palestine, moi, je fais la paix. » Puisque tu as pu à nouveau avoir des contacts avec des Gazaouis, Swamjin, qui s'inquiétait pour ta gorge, demande comment le peuple palestinien envisage la suite. Alors, en fait, le peuple palestinien, c'est déjà compliqué aussi d'arriver à sentir les choses aussi loin. Déjà sur le terrain, c'est toujours compliqué d'englober une société entière dans une opinion. En fait, là, vraiment, ces derniers temps, on était vraiment sur du soulagement. En fait, il y a un peu cette idée que, ok, c'est pas... La suite, c'est plus tard. Mais là, laissez-nous profiter, laissez-nous savourer, en fait. Et je pense que c'est ça encore le sentiment qui domine. Oui, puis les gens retournent chez eux, essayent de retourner chez eux aussi. Il y a beaucoup de Alors oui, ça, à Gaza, c'est impressionnant. En fait, on a vu des colonnes de gens qui... Dès que le cessez-le-feu est annoncé, c'est la première chose qu'ils essaient de faire, en fait, c'est rentrer chez eux. Il y a vraiment... après, c'est logique, parce qu'ils sont dans des conditions tellement terribles aussi, en tente, les déplacer, que... Évidemment, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, qui peut-être n'existe pas, mais au moins, c'est chez eux. Et n'existe plus, malheureusement. Mais ouais, effectivement, il y a eu une grande vague. Puis il y a un peu cet espoir quand même... mais c'est fou, on va réussir à remanger aussi. Il y avait presque une espèce d'incrédulité, genre la guerre est finie, mais moi j'ai appris que le Hamas avait dit oui, parce qu'il y a un ami qui m'a écrit en disant à 2h du matin depuis Gaza, son message c'était la guerre est finie. Et je me suis dit, c'est fou, donc eux ils ont vraiment l'espoir que le cessez-le-feu va durer. Après, ils savent très bien que l'accord, il est nul pour les Palestiniens. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas à Gaza, c'est un peu à n'importe quel prix. Il faut arrêter les bombes, quoi. Ouais, c'est ce que disent sur la MG, mais ils sont heureux de ne plus être bombardés et c'est bien normal. Voilà. Achavarus, oui, tu arrives au milieu. Et Clotilde a déjà répondu sur le cessez-le-feu. Peut-il mettre fin au génocide, rétablissement des accès au réseau, passage de l'aide humanitaire? En tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. On l'espère. Après, est-ce que la situation reviendra comme elle était avant, avec son lot d'injustice et de violence? Voilà, c'est encore autre chose, mais en tout cas... On l'espère pas, mais malheureusement, c'est un peu vers ça qu'on se dirige, parce que comme je disais, le problème, ça va être la justice, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait taire les bombes, donc c'est ce qu'on disait, c'est super, c'est même plus que super. J'ai pas d'adjectif en fait pour expliquer ce soulagement-là des Gazaouis. Les Palestiniens de Cisjordanie ne sont pas sortis d'affaire, malheureusement, parce qu'on rappelle quand même il y a plus de 1000 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, donc c'est pas uniquement à Gaza, même si bien sûr c'était pas les mêmes proportions. Mais l'accord tel qu'il est formulé par Trump, en aucun cas n'organise la fin de l'impunité israélienne, en aucun cas n'organise la fin de une vraie solution politique. Et donc c'est vraiment ça qui rend les choses compliquées, quoi. C'est qu'on a un plan qui prévoit pas un avenir, qui bâtit pas un futur sur lequel on va pouvoir poser des bases solides pour permettre aux Palestiniens d'aller vers l'autodétermination, d'aller vers le fait de pouvoir choisir eux-mêmes leur destin, leur gouvernement, leur manière de fonctionner, et puis les territoires. C'est quoi, en fait, sur quoi ils vont vivre, qui va administrer ces territoires, c'est encore très, 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 très flou, quoi. It sound good, on va pas rentrer dans la discussion maintenant, parce que là, on est avec Clotilde pour parler de cet accord
et plutôt du futur. Si la question t'intéresse vraiment et si c'est pas pour troller, je t'invite à regarder le replay de l'émission Abonnez-vous avec Gwenaëlle Lenoir qui répond amplement sur tout l'historique Gaza, Israël. Voilà. Alors, Likumi, je sais pas ce que c'était, ton message a été censuré, donc il faut que tu reformules. On a des petites étoiles. Et que pensent les de la prédation capitaliste incluse dans l'accord? Donc, difficile de savoir ce que tu voulais dire. Mais pour revenir, oui, sur l'occupation du territoire, il y a Soamjin qui dit que sur France 5 hier, un spécialiste envisageait Gaza comme une prochaine expérience immobilière. Donc, Gaza plage, c'est encore dans les cartons. Ouais, comme je disais, c'est encore beaucoup dans les cartons. C'est très, très inquiétant. Et effectivement, Gaza plage, ça se fera. En fait, j'aimais bien aussi ce qu'avait dit Jad Hilal dans l'émission avec Mathieu à l'air libre. Oui, je vous chercher le lien. Où justement, c'est un écrivain palestinien qui expliquait que, en fait, si c'est pour qu'on ait une espèce de néocolonialisme où finalement les Gazaouis vont travailler pour quelques dollars dans les hôtels au bord de la côte sur leur territoire, ce qui est en fait un peu le capitalisme qui se développe ailleurs dans le monde, notamment on pense à l'Amérique latine, mais pas, enfin l'Amérique du Sud, mais pas uniquement quoi. On a vraiment, c'est les gens, les locaux, les Palestiniens donc à Gaza vont devenir en fait la petite main de service au service des ambitions capitalistes et sans encore une fois, sans emprise sur leur destin, qui vont pas pouvoir, eux, construire la bande de Gaza telle qu'ils la veulent et telle qu'ils l'envisagent, quoi. Oui, Soamjin dit c'est Trump qui est derrière et sa famille, donc forcément c'est inquiétant. Oui. Tout à fait. Et puis c'est vrai que tu as raison, c'est une vision très colonialiste. Je vous invite vraiment à lire cet article des Balkans à Gaza, l'expérience des protectorats internationaux de Jean Arnaud d'Errance, je ne sais pas comment on prononce son nom, sur après tout le business qui se met en place avec les expatriés, où finalement la richesse ne profite pas une seconde aux personnes du pays. Donc oui, tu voulais dire une question, tu as commencé. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui disait quid du pétrole au large de Gaza. Ben oui, ça c'est... Il y a du pétrole, est-ce qu'il est exploité actuellement? Alors il y a une partie qui est exploitée de gaz, je crois, si je ne me trompe pas. Du gaz qui est exploité et en fait, effectivement, c'est aussi un des points qui est souvent soulevé en disant qu'Israël ne lâchera pas la bande de Gaza parce que justement il y a ces réserves de pétrole au large. Il y a eu d'ailleurs des deals qui ont été, des accords qui ont été conclus avec l'Égypte déjà pour envoyer ce gaz-là. Donc effectivement ça joue dans la prédation. Et tout à l'heure tu parlais de Cisjordanie, on a vu toutes ces images donc de colons qui commençaient déjà à mener des actions de terreur pour préparer peut-être l'idée d'une colonisation plus étendue. J'ai vu également cet article, alors que je n'ai pas sorti, sur la protection des oliviers. Il y a toute une offensive aussi contre les richesses produites par la Palestine. En fait, il y a en Cisjordanie, il y a une prédation des terres. Donc l'idée, enfin en Cisjordanie partout, mais du coup la Cisjordanie illustre très bien ce phénomène. Avec du coup, en fait l'idée c'est vraiment, mais encore une fois, hein, c'est pas que la Cisjordanie, mais l'idée c'est vraiment plus de terres possible avec le moins de Palestiniens possible. Et donc en Cisjordanie, c'est en train d'être accompli parce qu'on pousse de plus en plus les rares Palestiniens qui sont en dehors des zones urbaines, Ramallah, Naplouse, Hébron, Bethléem, on les pousse dès qu'ils sont un peu en périphérie, par la violence des colons, qui est accompagnée évidemment de l'armée israélienne, on les pousse pour qu'ils fuient. Et donc, enfin, par exemple, moi j'étais dans la vallée du Jourdain, dans le nord de la vallée du Jourdain, où les Bédouins se faisaient attaquer. Et en fait, la plupart d'entre eux, à la fin, ils finissaient par aller se réfugier à Toubas, qui est la grande ville voisine. Et donc, on a une concentration, du coup, dans des villes de gens qui vivent de l'élevage. Donc, c'est absolument pas compatible avec leur mode de vie. Mais en plus, et ces gens-là, une fois qu'ils ont fui à Toubas, c'est vraiment très compliqué pour eux de revenir sur leur terre. Elles sont déjà
elles sont déjà prises par les colons et c'est très compliqué ensuite, une fois que la terre a été prise, d'y revenir. Lucumi, merci d'avoir reposté ton message. Cette fois-ci, il est passé. Que pensent les Palestiniennes et les Palestiniens de la prédation capitaliste incluse dans l'accord? Est-ce que, comme tu disais, il y a déjà ça qui arrive en tête, ou est-ce que les gens, pour l'instant, sont soulagés de plus mourir Je pense qu'ils ont quand même été très, très choqués par la Riviera à Gaza, l'envie de Riviera de Trump. Et donc, je pense qu'il y a quand même... En fait, eux, je pense que c'est surtout l'aspect politique qui les désespère, parce c'est-à-dire que là, ils n'ont pas la main sur ce qui va advenir de la Palestine. Mais du coup, ne pas avoir la main politique, ça veut dire ne pas avoir la main économique. Et en fait, pas avoir la main économique, ça veut dire aussi ne plus arriver à survivre. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que, par exemple, Israël à Gaza a fait en sorte que les gens soient complètement dépendants de l'aide humanitaire, parce qu'en réalité, ils ont détruit les champs, ils ont détruit les bateaux de pêche, ils ont détruit les vergers, ils ont laissé mourir de faim les animaux. En fait, du coup, ça a fait que les Palestiniens, qui autrefois pouvaient produire une partie de leur nourriture, sont incapables de survivre sans l'aide humanitaire. Et donc, il y a vraiment aussi un écrasement de l'économie palestinienne. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous montez une entreprise en Cisjordanie, mais bon courage, parce que entre les routes qui sont barrées, moi j'avais écrit notamment sur aussi l'exemple de 2 entrepreneurs qui voulaient lancer la culture des champignons. Et donc ils ont fait venir des souches de Hollande, des Pays-Bas, et en fait, elles ont été bloquées donc au départ, ça marchait. Puis ensuite, elles ont été bloquées au port d'Ashdod, parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière Israël. Il n'y a pas de frontière des territoires palestiniens qui ne soient pas contrôlés par Israël. Et donc, en fait, les Israéliens peuvent étouffer l'économie palestinienne quand ils veulent, en interdisant les exportations. Il y avait à Gaza, notamment, des tomates et des fraises. Des fois, ça passait. Des fois, ils les laissaient pourrir au point de passage. Donc, il y a vraiment cet étranglement-là, justement, aussi. Bon, je lis ta remarque, elle est pas passée parce qu'elle était tout en majuscule sur la gym. Alors, je ne sais pas du tout comment ne pas écorcher ce nom. Smotrich vient déclarer à l'instant Gaza est une manne immobilière. Par rapport à ce que tu disais, donc c'est vrai que c'est assumé. Voilà. Alors là, vous êtes tous je vois qu'il y a un départ. Pourquoi je peux pas parler? Je suis follower Dr Nerd, tu peux parler, ton message vient de passer. Peut-être que j'ai oublié de préciser pour les personnes ok, soit mis Jean-Marc, que les messages, vous pouvez les passer au bout de 10 minutes. Après avoir suivi la chaîne pendant 10 minutes, c'est pour éviter des messages qui s'avéreraient plus être du trolling que des choses sincères. Voilà. Oui, alors voilà, ça, Nitrax, désolé, non, pour que ça serve un peu de leçon pour tous les autres. C'est le ban, ne me cherchez pas, c'est le ban en fait, c'est le ban, il est immédiat, il n'y a pas de tribunal de banni ou je sais pas quoi, c'est finito. Allez, salut, voilà. Donc si vous avez des questions de bonne foi, parce que vraiment, on est là pour répondre à toutes les questions, du moment qu'elles sont de bonne foi, et j'insiste là-dessus, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Par contre, si c'est pour troller, c'est pas la peine. Donc, vous n'avez pas de modo chez Mediapart? Ben si, c'est moi, Monsieur Knight. On prend des fois, on fait appel à nos collègues des réseaux sociaux, des fois en soutien, selon les sujets. Mais moi, j'ai fait ça, ça a été mon métier pendant des années, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Terence, peut-on élargir la focale sur le Liban? Quelle est la situation politique actuelle et les besoins de la population? Aucun changement n'est à constater par rapport à la zone située près de la frontière. Non, malheureusement, aucun changement. En fait, les Libanais sont assez inquiets d'une possible reprise de la guerre, parce qu'il y a quand même cette idée de vouloir désarmer le Hezbollah, qui est soutenu par le gouvernement libanais. En fait, le Hezbollah n'a pas envie d'être désarmé, donc c'est une situation qui est assez périlleuse et qui va peut-être évoluer dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, pour ce qui est des Israéliens, ils continuent leur bombardement. Ils continuent de faire face à une impunité claire. Et ils continuent à avoir... En fait, Israël occupe des terres au Liban, en Syrie. Et du coup, à Gaza, ils occupent une large partie de Gaza. Militairement, c'est-à-dire une zone
Donc là, ils se sont retirés, mais pas de toutes les zones. Là, le retrait est partiel à Gaza. Jean-Marc, il doit terminer son article, il nous salue. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Et n'hésite pas à revenir, on est là tous les lundis et tous les vendredis. Est-ce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont réussi à fuir Gaza ou est-ce qu'ils se sont réfugiés pendant ces 2 ans Alors non, il y a très peu de Palestiniens qui ont réussi à fuir Gaza. Il y a eu une petite ouverture avec le passage de Rafah, donc vers l'Égypte, qui était ouvert jusqu'à mai 2024, avant qu'Israël s'en empare. Mais c'était très cher. C'était plusieurs milliers de dollars par personne. Et donc, c'est les plus aisés qui ont pu payer. Et en général, ils se sont réfugiés en Égypte parce que c'est là où c'est le plus simple. Mais ils n'ont pas de statut en Égypte. Donc, en fait, c'est pas non plus... disons que c'est une délivrance parce qu'ils n'étaient pas sous les bombes. Mais c'était pas une vie recommencée quelque part, rebâtie comme, je sais pas moi, des réfugiés qui vont dans un autre pays. Là, vraiment, ils n'ont pas de statut, donc ils ne sont pas réfugiés en Égypte. Ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école. Enfin, c'est très compliqué. Chavalou te demande quelle structure politique en Palestine, notamment sur la bande Est, parce qu'on ne parle que du Hamas. Sur la bande Est, parce que Cisjordanie, j'imagine. En fait, donc en Palestine, pardon, il y a sur la scène politique palestinienne, il y a en fait l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Mais vous voulez bien dire la session. Qui en fait regroupe tous les partis politiques, excepté le Hamas et le djihad islamique. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment quand même 2 énormes pôles avec le Fatah, qui est donc le parti au pouvoir en Cisjordanie, parti du président Abbas. On a des dissidents au Fatah. Enfin, c'est pas un parti unifié. Il y a de plus en plus de mécontentement au Fatah parce que le Fatah a un peu marre aussi. Il y a des gens au Fatah qui ont un peu marre de ce que fait l'autorité palestinienne, notamment en termes de collaboration sécuritaire avec Israël. Et puis, on a le deuxième pôle qui est le Hamas avec son allié, le djihad islamique. Il y a des partis aujourd'hui très, très minoritaires comme le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, mais ce sont des forces de gauche qui ont beaucoup perdu qui ont beaucoup perdu de leur pouvoir d'influence. C'était plutôt actif dans les années 70, 80, pendant la première intifada aussi. Là, on a vraiment 2 pôles. Mais aujourd'hui, c'est intéressant aussi de voir que finalement, le Fatah et le Hamas ne concentrent pas une majorité. Enfin, il n'y a pas... ils sont autour de 20-25% les deux, quoi. C'est pas très, très populaire. Ouais. Il y a Ivor. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, je vais les poser, vous en faites pas. Pardon, si la question a déjà été posée. Quand pourrons-nous avoir accès à un décompte exact du nombre de morts? J'imagine que tu veux dire côté palestinien. C'est un sujet qui a été très vivement débattu avec ceux qui pensaient que les chiffres du Hamas n'étaient pas fiables car sous-estimés. Je me permets de te coller j'ai vu passer ça dans l'AFP. Je ne sais pas si tu valides cette réponse, Clotilde, de plus de 67 000 Palestiniens. Alors, je vais dire 2 choses, parce que j'aime pas du tout la formulation de l'ONU. C'est le ministère de la Santé palestinien. Les chiffres sont vérifiés par Ramallah. Donc, c'est pas le Hamas uniquement. Le problème, c'est que ces chiffres, ce sont les corps qui sont déclarés par les familles et amenés à la morgue. Et donc, clairement... les personnes disparues ne sont pas comptées, en fait. Voilà, les personnes sous les décombres ne sont pas comptées. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, ce décompte-là est probablement en dessous de la réalité, puisqu'il y a les personnes qui sont sous les décombres, les personnes que, je sais pas, leur famille ont intérêt et pas déclarées, hein, parce que ça peut aussi arriver dans l'horreur des bombardements. Et voilà, donc mais ce débat sur les chiffres, enfin sur ces statistiques, c'est aussi intéressant parce que c'est à chaque fois. Moi, c'était assez fascinant parce qu'effectivement, il y a un organisme qui s'appelle le Bureau des médias de Gaza, et qui là effectivement sont les statistiques du Hamas. Moi, je ne les utilise jamais
parfois, il m'était arrivé une ou deux fois de m'appuyer dessus pour essayer de vérifier avec d'autres sources. Mais du coup, le ministère de la Santé, c'est autre chose. Je veux dire, ils ont des procédures, ils ont sorti les noms 2 fois, des listes de noms avec les numéros d'identité des personnes, des numéros d'identité qui par ailleurs sont délivrés par Israël puisque les Palestiniens vivent sous occupation et donc c'est Israël qui délivre ou non les papiers d'identité. Enfin, qui dit oui, et ensuite l'autorité palestinienne les délivre, mais Israël a son droit de regard là-dessus. Et donc on a vraiment ce truc-là qui fait que ces chiffres-là, ils ont été mis en cause au début, mais ensuite après, même les Israéliens ont commencé à dire qu'effectivement c'était assez réaliste. À cela s'ajoute un autre débat, parce que je vois qu'on a le 86% de civils. En fait, c'est 83% selon l'article, il est disponible sur Mediapart, qui a été révélé par des sources des renseignements israéliens, qui estimaient que c'était 83%. C'est pas le mien. C'était pas le tien. Okay. C'est un partenariat qu'on a avec Plus 972, qui est un excellent magazine israélo-palestinien. Voilà. Je le cherche pour vous l'envoyer. Ouais, c'est encore après, je pense. C'était encore avant. Bon. Je vais continuer à scroller pour vous envoyer cet article. Pendant ce temps, c'est pas grave. On peut continuer à lire les questions du chat. C'était avant. C'était avant ça encore ? Non, c'était après. Après ? Ouais. Alors, est-ce qu'il a peut-être pas été classé là ? Ah ! Non. Non, ça c'est sur les détenus. 3 détenus palestiniens sur 4 sont des civils. Mais c'est la même source. C'est peut-être plus simple de passer par là. Non, ce n'est pas un lien cliquable. Perd pas espoir, ça arrive. 27 estime que probablement environ 6264. Oui, en fait, c'était intéressant. 64 000, pardon. 260. Oui, effectivement, c'était intéressant aussi parce que cette enquête du Lancet, elle reprenait aussi les gens dont les familles avaient annoncé qu'elles étaient mortes, mais sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que c'était pas des estimations, c'était vraiment basé sur répertorier en fait ce qu'ils avaient vu hors des fichiers du ministère de la Santé. J'ai retrouvé l'article, je vous partage, je l'ai mis en partage d'écran également. Et le lien est dans le chat. L'article dont tu parlais donc. Voilà. Il y a eu beaucoup de questions à un moment que j'ai un peu laissé dépasser. Je remonte dans le chat. Alors, ça fait environ 11% de la population de Gaza qui a été soit blessée, soit tuée. Donc, c'est énorme. Il y avait une question sur à partir de quand les journalistes internationaux pourront se rendre sur place. J'aimerais bien qu'on me le dise. D'accord, t'as pas plus d'infos là-dessus. Non. Fanfoy Nilois avait demandé quel profit de Marwan Barouti qu'Israël maintient en prison, mais que certains estiment capable d'unifier les Gazaouis. En fait, Marwan Barouti, il était classé Fatah. Il est toujours proche du Fatah, mais il a une fibre, disons, en fait, il n'est pas proche de Mahmoud Abbas, le président palestinien. Et il y a c'est une figure qui fait un peu autorité parce qu'elle serait capable, en fait, de mettre le Hamas et le Fatah d'accord, puisqu'il est Fatah, mais qu'en même temps, il est dissident de la ligne de Mahmoud Abbas. Il est en prison. Il est accusé d'avoir... donc, il est en prison. Je crois qu'il est condamné à la perpétuité, si mes souvenirs sont bons. Et il devait peut-être être libéré dans le cadre de l'accord. Dans le cadre de l'accord, et ça n'a pas été le cas. Pour les Israéliens, c'est un peu une ligne rouge parce que ce serait à peu près la seule personnalité politique capable d'unifier la scène politique palestinienne. Et ça, aujourd'hui, les Israéliens le refusent, quoi. Oui, l'idée, c'est justement d'empêcher les Palestiniens d'avoir... évidemment. Oui. De pouvoir s'organiser en scène politique. Alors, il a 157 ans. Ah bah voilà. Attends. Ou alors, je sais pas vu d'Aki sur la... Oui, non, c'est ça. Non, mais si, c'est des condamnations. Il a plusieurs perpétuités, du coup, ça veut dire. Ok, d'accord. C'était toi, Terence, d'ailleurs, qui demandait... Non, attendez, hop. Sur la 6... Non, mais j'ai rêvé cette question. Karine, attends.
Non, juste Sarah, l'aide humanitaire n'est plus bloquée. Ah, c'était une blague, il parlait de l'âge de Abbas. Ah. Il a pas 157 ans, mais néanmoins, la question de sa succession s'est posée dans le chat. Ah oui, pardon. Je me disais, tiens, c'est bizarre que quelqu'un ait autant de précision sur la peine rapidement, de Marwan Barghouti. Ça me semblait aussi étrange, mais... alors, en fait, Abbas, oui, enfin... C'est l'un des chefs d'État les plus âgés encore en exercice, effectivement. La succession, elle semble un peu toute tracée. C'est Hussein El-Sheikh qui est en fait son homme de main qui suit la coopération sécuritaire avec Israël. Donc les Israéliens l'aiment bien et les Palestiniens le détestent, mais finalement c'est pas vraiment la vie des Palestiniens qui compte. Donc a priori c'est lui qui est en bonne voie pour prendre la succession. Ok. Donc Sios demande comment regarder et analyser la politique en Palestine quand Israël y a une telle influence, notamment en assassinant ou en emprisonnant des représentants politiques. Exactement, ça c'est clair que c'est... on le voit avec l'emprisonnement de Marwan Barghouti, c'est que en gros, c'est impossible c'est impossible qu'il émerge des leaders, des personnes qui vont diriger l'opinion palestinienne ou en tout cas qui pourraient montrer une direction différente, qui sont à l'intérieur de la Cisjordanie, de Gaza ou même de Jérusalem-Est, parce qu'en gros, Israël ne supporte pas en fait qu'il y ait des leaders politiques qui sont tous en prison. Peu importe d'ailleurs leur bord politique, hein, une grande partie de la scène, je pense notamment à cette députée Khalida Jalal qui est de la gauche, qui a été plusieurs fois en prison. Enfin, on a vraiment cette scène politique palestinienne qui est sans cesse empêchée par Israël et aussi empêchée par l'autorité palestinienne, hein, qui arrête aussi ses opposants politiques. Donc c'est compliqué en fait de faire des actions politiques significatives et de durer sur la scène politique, puisque à un moment ou à un autre, vous allez vous le faire arrêter. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est très, très compliqué de parler de ça. Et c'est pour ça que c'est aussi c'est aussi ce qui fait qu'on a cette scène politique où il y a le Fatah et le Hamas qui se disputent un peu le lead, alors qu'en fait, ça reflète plus vraiment l'opinion palestinienne, quoi. Ouais. Jeune, bonsoir à toi aussi. Et l'Iran dans tout ça? C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Et l'Iran dans tout ça, l'Iran est extrêmement affaibli. Hein. Donald Trump en a parlé cet après-midi à la Knesset pour dire qu'en gros, s'ils n'avaient pas frappé l'Iran, en gros, c'était pas sûr qu'il y aurait eu cet accord. Alors, c'est son interprétation, évidemment. Mais néanmoins, l'Iran est extrêmement affaibli, a été affaibli à la fois par cette guerre qui a eu lieu avec Israël, mais également par l'assassinat de plusieurs personnalités, dont des scientifiques en Iran, mais également le fait que c'était quand même assez dingue qu'on arrive à assassiner même Ismaël Haniyeh directement à Téhéran, le leader du Hamas. Donc on voit bien que l'Iran est totalement perméable à des attaques de l'intérieur, et en plus la population est totalement anti-régime. Donc on a vraiment l'impression d'un colosse au pied d'argile dont on regarde un petit peu quand est-ce que ça va s'écrouler. En même temps, la perspective de l'écroulement, elle est un peu compliquée dans le sens où on n'est pas sûr non plus de qui pourrait prendre la relève. Donc pareil, hein, les mots là se sont bien gardés de laisser de l'espace à une position politique qui pourrait émerger et créer une scène politique cohérente. Donc là, on a à la fois les problèmes internes de l'Iran, et je pense que vraiment le mouvement iranien est très très fort, la population est très liguée contre le régime. Je pense que c'est pas juste une vision de l'étranger. Et à la fois, l'extérieur, l'Iran qui était en fait... il y avait cette rivalité régionale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Bon, là, l'Iran aujourd'hui n'est plus vraiment une rivale pour l'Arabie Saoudite, quoi. Zazupito qui te demande depuis le début du conflit à combien de reprises avez-vous pu vous rendre sur le terrain au Proche-Orient? Alors justement, peut-être que tu peux rappeler quelles étaient les conditions pour exercer ton travail depuis 2 ans par rapport à ce que tu as pu connaître avant. Alors en fait, donc moi le 7 octobre j'étais là-bas, donc j'étais sur le terrain. On a
J'ai pu y rester. Je suis rentrée en France en décembre. Je suis repartie en mars 2024, du coup, jusqu'en juin 2024. Et ensuite, je suis retournée en septembre 2024. Et là, j'ai été cette année au printemps. Donc, j'ai été plusieurs fois. En fait, c'est pas si compliqué d'y aller. Mais c'est impossible d'aller à Gaza. Donc, c'est quand même extrêmement frustrant finalement parce que on a quand même l'impression de ne pas voir Enfin, c'est un peu comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, quoi. On est là, on est sur le terrain, on est très proche de Gaza. J'étais à la frontière avec Gaza. Enfin, la frontière, c'est pas une vraie frontière, c'est une barrière. J'ai vu les bombardements de Gaza depuis la colline où les Israéliens l'observent, mais par contre, j'ai pas pu y pénétrer. Et puis, je me suis refusée à le faire aussi avec l'armée israélienne. C'est possible d'y aller, mais c'est quelque chose à laquelle je me refusais. Et en Cisjordanie, on n'a pas accès non plus aux camps de réfugiés qui ont été envahis par l'armée depuis janvier dernier. Donc, les camps de Jénine, Tulkarem. Donc, voilà, ça, c'est aussi des points. Et en fait, circuler en Cisjordanie, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Moi, il m'arrivait quand même de préférer passer par Jérusalem pour aller dans le sud de la Cisjordanie plutôt que de faire le nord au sud de la Cisjordanie. Il faut prendre des routes de traverse pour essayer de contourner les checkpoints, en tout cas de pouvoir rentrer dans une ville. À Hébron, on m'a dit ne laisse pas ta voiture là, laisse-la à l'extérieur de la ville et prends un taxi parce que ça se trouve ils vont fermer la ville puis tu vas rester coincé. D'accord. Voilà, c'est un peu à tout moment l'armée israélienne peut fermer les routes, quoi. En effet, Raikou from Reims, j'imagine que tu as Reims en fait, vous avez déjà répondu aux questions sur l'accord, alors toujours en train, mais il a l'air d'être difficile de trouver les détails. Il n'est pas encore public, c'est ce que Clotilde m'expliquait, il n'est pas encore public. Il y a le plan Trump qui est public, mais pas l'accord. Pas l'accord. Je vais regrouper ces deux questions de Arab Topaz et d'Oxios. Quelle est la perception de la France en Israël et à Gaza? À quel point le traitement par la presse politique française est pris en compte par l'armée israélienne dans la préparation de ces actions? Est-ce que on a du poids à ce point-là? Non. D'accord. Les Américains, peut-être. Et il y a une perception, on perçoit en Israël et à Gaza ou la France les Palestiniens suivent quand même pas mal les déclarations. J'ai reçu des messages aussi pour la reconnaissance de la Palestine, etc. Mais les Israéliens, en fait, si, malgré tout, les Israéliens, le Governmental Press Office, donc le bureau qui est en charge de regarder en gros les articles des journalistes, surveillent ce qu'on écrit et n'hésite pas à exprimer son mécontentement quand on n'écrit pas les choses qui leur conviennent, effectivement. Ah, tu peux recevoir des mails, des lettres Oui, alors Mediapart n'est pas tout à fait dans leur radar. D'accord. Mais Le Monde, ouais, j'en recevais souvent. Ok. Nordom Le Moine demande, il n'y avait pas une chaîne télé française qui avait été félicitée par l'armée israélienne pour sa couverture? Il me semble que oui. Oui, mais je me sens plus. Par le porte-parole francophone, là, Olivier Rafovitz. BFM, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est surpris, Shadow Claviste? Je remonte sur cette question. Je sens que vous avez vraiment envie de trouver une faille, mais bon, je pense que tu vas être déçu. Chaverus, la jeunesse française est plus à gauche et plus pro-palestinienne. Qu'en est-il de la jeunesse israélienne? Parce que vraiment, vous avez posé toutes les questions que vous avez pu. Est-ce que les politiques, est-ce que les universitaires, est-ce que quelqu'un est anti-colonisation, anti-génocide finalement? Bon, est-ce qu'il y a une jeunesse qui se révolte? C'est vrai qu'on avait eu des images un peu fortes quand même de jeunes Israéliens qui ne voulaient pas faire leur service militaire, qui disaient qu'on ne veut pas aller tuer des gens. Est-ce que les jeunes... Oui, mais en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions-là. C'est qu'en fait, dans la presse française, ça a pris une proportion qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Et moi, j'ai fait un reportage pour Arte Reportage où justement, j'étais avec l'autre jeunesse, la jeunesse extrémiste juive et suprémaciste en fait, très clairement. Et en fait, ils ont leurs entrées partout. Ils sont en augmentation. En réalité, c'est eux qui sont en augmentation. Pour deux raisons. Parce qu'aussi, cette jeunesse qui n'a pas envie qui voit les crimes que commet son pays, elle s'en va, en fait. À un moment, c'est l'ambiance aujourd'hui en Israël, c'est
on suit la pensée unique, enfin, c'est pas une pensée unique, hein, c'est une pensée tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, mais en fait, les gens pensent un peu tous la même chose, qui est de l'appeler à la destruction de Gaza, ou bien on est complètement exclu de la société. Moi, j'ai quand même vu aussi une ou deux personnes qui me disaient j'ai reçu des lettres d'insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Je parle d'Israéliens juifs, hein, parce qu'ils avaient pris la défense de Gazaouis ou parlaient des Palestiniens, etc. Et c'était assez intéressant parce que l'année dernière, du coup, en automne 2024, c'est une jeunesse ultranationaliste. Je vous mets le lien dans le chat. Du coup, en septembre 2024, on avait, pour ce reportage, suivi les manifestations à Tel Aviv. Et en fait, on arrive sur l'autoroute et il y avait écrit on les ramène, en parlant des otages, et on y retourne, en parlant en fait de revenir. Enfin, en gros, on ramène les otages, puis ensuite on continue de détruire Gaza, quoi. Donc il y a quand même ceux qui étaient en faveur de la libération des otages, il y avait quand même une grosse partie de la population qui n'était pas contre la guerre à Gaza, c'était juste pour la libération des otages. Bon, voilà, désolé Achavirus, tu as ta réponse. Je crois que là, on est plus ou moins à jour. Catwall demande, il y a quelques jours, j'ai vu que l'AFP subissait d'énormes pressions de soutien au gouvernement israélien. Est-ce que tu en sais un peu plus à ce sujet? Ouais, ça fait pas... Enfin, c'est pas... Comment dire? C'est pas nouveau... Alors, je sais pas si c'est du gouvernement israélien, mais en gros, il y a deux... En fait, les Israéliens agissent par deux biais. Un, par justement ce que je disais, hein, ce Governmental Press Office, donc ce bureau de la presse, qui est en fait l'organisme gouvernemental israélien qui s'occupe des journalistes étrangers, qui en fait n'hésite pas à écrire au chef de bureau, qui n'hésite pas à faire pression au chef de bureau. Et également, on a des groupes de pression, donc qui sont des sites internet, des gens sur Twitter, par exemple, enfin X, qui vont ensuite mener des campagnes contre tel ou tel journaliste. Et donc, souvent relayées d'ailleurs par une certaine partie l'extrême droite. Voilà, ou de la droite maintenant, malheureusement, il n'y a plus. Mais donc en fait, on a ces deux moyens-là qui sont extrêmement puissants, notamment pour les anglophones, avec vraiment des... Et puis, il faut aussi comprendre qu'en Israël, il y a un ministère qui est dédié à la bonne image d'Israël à l'étranger. Donc, ils sont vraiment très attentifs à ça. Donc ça m'étonne pas, parce que l'AFP, en fait, c'est la source de tous les médias français. Donc, ils ont besoin de faire pression sur l'AFP. Alors, je me suis souvenue d'une question. Puisque tu parlais de ces jeunes qui ne sont pas d'accord avec leur pensée unique, ils n'ont qu'à partir. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre d'Israéliens qui auraient quitté Israël depuis 2 ans, en imaginant que ça serait par désaccord politique? Alors non, je n'ai pas les chiffres. Okay. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup, au contraire, a fortiori, de personnes qui décident d'aller vivre en Israël pour soutenir... Alors ça, non, apparemment, les chiffres de l'Alia, donc l'Alia, c'est l'arrivée en Israël de juifs qui veulent s'installer en Israël, ont baissé. Ok. En tout cas, cette année. Mais après, c'est toujours un peu compliqué aussi les chiffres, parce que même pour l'Alia, quand ils disent que l'Alia, il y a des gens, ils s'inscrivent, ils restent 3 mois, et puis ils se rendent compte que c'est pas, ou 1 an et demi, et puis après ils se rendent compte que c'est pas vraiment pour eux. Enfin, c'est toujours un peu à... difficile de coup, ouais, d'en tirer des conclusions. Voilà. Mais c'est sûr qu'avant le 7 octobre, il y avait une forte Alia. En tout cas, il y avait des gens qui s'installaient en Israël. Est-ce qu'Israël est galvanisé par une action internationale au niveau des moyens de pression quasi inexistants, économiques notamment? Est-ce qu'il y a une sorte de sentiment d'impunité? C'est revenu plusieurs fois dans le chat. Ah, c'est clair. Bah, c'est pas un sentiment, c'est vrai. Oui. Malheureusement, enfin, c'est horrible. J'en rigole, mais je devrais pas. Vraiment, c'est le nœud de tout ce qui fait que, pour moi, l'accord de Donald Trump va pas marcher. Va pas marcher, ne va pas déboucher sur la paix, disons. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de sanctions nulle part. Je veux dire, les Israéliens ont commis des crimes de guerre. L'ONU parle de génocide, commission indépendante. Après Amnesty International, après Human Rights Watch, après des spécialistes de la Shoah israéliens, après B'Tselem,
l'ONG israélienne qui dénonce aussi un génocide. Enfin, je veux dire, sans compter tous les Palestiniens, parce que ce sont eux les premiers qui ont dénoncé un génocide, évidemment. Ben, il y a rien, je veux dire. Il n'y a pas eu de sanctions pour l'instant. Alors, est-ce que ensuite il y aura quelque chose? En tout cas, au niveau des États, c'est clair que c'est trop tard. Est-ce que au niveau de la justice internationale, quelque chose va se définir? C'est ça qui va y avoir. Mais la justice internationale, je pense qu'on lui a fait endosser un rôle politique depuis le début du génocide. Et malheureusement, c'est lui faire endosser un costume qui est un peu trop grand. En termes, tu veux dire, de moyens et d'action? Non, en termes de ce qu'elle doit être, en fait. Je pense pas qu'on puisse attendre de la justice qu'elle remplace le politique. C'est deux choses différentes, c'est deux temps différents. Et puis, ça permet à la justice de condamner, de reconnaître. Mais ça remplace pas une reconnaissance politique qui permet un changement, par exemple, Israël. Par rapport à ta question, Mikaël Leboss, Dr Nerd demande comment tu fais pour garder la force de te battre pour la liberté de la presse sur ce conflit. Je sais pas. Ça, c'est une question qui revient souvent, c'est normal. Hein. Les gens du chat, ils s'inquiètent aussi pour comment tu tiens, en fait, aussi mentalement, quand tu es sur des sujets qui sont si difficiles. Oui, après, j'avoue, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même. Ça fait beaucoup relativiser de se dire que les personnes à qui on parle, elles, c'est des menaces autrement plus concrètes et énormes qui pèsent sur elles. Ce qui est compliqué, je pense, c'est effectivement d'avoir vu cette inaction, cette impunité. C'est-à-dire qu'à un moment, on écrit, on va chercher des témoignages qui sont arrachés dans la douleur finalement, parce que ce sont des gens qui viennent de perdre leurs proches, qui vous parlent au téléphone, vous les connaissez pas, ils vous connaissent pas, ils vous confient des choses très douloureuses. Ils sont eux-mêmes encore menacés. Enfin, je pense avant le cessez-le-feu. Et malgré tout, une fois que vous avez écrit les articles, vous écrivez, mais c'est comme si ça n'existait pas, quoi. Alors, dans l'opinion, c'est pas vrai. Dans l'opinion, ça a existé. C'est ça aussi qui permet de relativiser, de se dire qu'en fait, au moins, ça sert à quelque chose, entre guillemets. Mais c'est vrai que, à un moment, je m'en étais presque, j'étais aussi un peu venue à la conclusion que je faisais un peu ça pour consigner pour l'histoire, pour plus tard. Parce que pour le moment, ça n'avait pas d'impact, effectivement. Mais bon, c'est toujours la grande question. En fait, finalement, le journalisme ne peut pas faire grand-chose. Voilà, je pense que pareil, on va lui faire endosser un costume un peu trop grand. Écoute, Dr Nerd, du coup, te réponds, je suis ébahie devant autant de courage, sachez-le, ému aux larmes souvent, un immense soutien inconditionnel, bravo. Merci beaucoup pour ton message, Dr Nerd. J'ai vu ta question, Bakshai, je vais la poser. Les US, alors du coup là, on a Trump qui veut se positionner comme un homme de paix, mais néanmoins les États-Unis ont quand même largement financé le génocide. Est-ce qu'ils sont considérés comme des belligérants par les Palestiniens et par les autres pays, ou est-ce que cet accord est en train de les faire passer finalement pour Alors les Palestiniens ont souvent dit Trump c'est un médiateur, les Américains sont des médiateurs biaisés. Oui. Donc ils les considèrent pas comme un belligérant au sens propre, plutôt comme ça dépend, parce qu'avec la Gaza Humanitarian Foundation, ils étaient aussi quand même part au conflit, puisqu'ils avaient des sous-traitants américains sur place qui ont témoigné d'avoir vu des soldats tirer sur la foule. Et puis bon, ils fournissent les armes, donc finalement, c'est là où ils font partie des belligérants. Le Hamas a tenté plusieurs fois d'incriminer les États-Unis, même déjà sous Biden. Et les Houthis au Yémen considèrent aussi évidemment que... Et puis alors les Iraniens considèrent que les Américains font partie des belligérants. Fofani Loa, désolé, j'avais loupé ta question sur le sport. L'image d'Israël au niveau international a quand même changé depuis le 7 octobre. Les liens commerciaux font débat et c'est déjà ça. Et donc, je vais retourner dans ton historique. Tu avais une question. Israël, sur la scène sportive internationale, semble également être devenu un enjeu. Des fédérations questionnent sa présence et les rencontres, quel que soit le sport, sont souvent jouées à huis clos. Est-ce que l'opium du peuple aidera à calmer le bellicisme? Même s'il y a eu une déclaration il n'y a pas si longtemps que c'était tout à fait différent. La situation de la Russie, qui a été bannie de nombre de compétitions, et celle d'Israël. Ouais, je sais pas. Je suis pas si... En fait, ce qui est intéressant, c'est
on a à la fois le politique et les fédérations, du coup, qui sont quand même, à la fin, très politiques, qui se prononcent pas et qui disent justement, c'est pas la même chose, etc. Et je pense qu'on a le public qui, est, en revanche, lui, est de moins en moins d'accord pour traiter Israël comme un pays, comme un autre sur la scène sportive. Ouais. Pourquoi l'Occident ne sanctionne pas Israël comme c'est fait pour la Russie? Ben écoute, ça la quiche. Je n'ai malheureusement pas de réponse à cette question. Je pense qu'à partir du moment où Benjamin Netanyahou était poursuivi par la Cour pénale internationale, on aurait dû prendre des sanctions. Intérêt financier, néanmoins, puisque ça a été documenté aussi par Mediapart, il y a l'envoi d'armes françaises. Oui, mais c'est pas assez important pour expliquer. Je pense qu'il y a vraiment plus il y a une identification à Israël de la plupart des pays européens. En fait, on a vraiment. Alors, il y a évidemment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en France le fait qu'il y a une communauté juive attachée à Israël pour une partie d'entre elles et qui du coup fait aussi un peu peur aux politiques qui pourraient prendre des décisions parce qu'ils pourraient se mettre cette communauté à dos. Mais il y a aussi, je pense, très clairement l'idée, et je pense que c'est vraiment l'idée dominante, bien plus que les deux autres, que en fait, Israël, c'est un peu nous. Et donc, on ne peut pas faire des sanctions contre nous. Nous, on a été touchés par le terrorisme. Eux aussi. Il y a cette identification-là, et Israël est très bon pour jouer sur cette identification-là. Puis il faut rappeler quand même, en France, on est un pays qui a des racines coloniales, et donc je pense que c'est pas anodin, ça fonctionne aussi beaucoup dans l'imaginaire qu'on a. Fonfon Iloani, c'est notre petite Isola au milieu des barbares, et c'est vrai qu'il y a cette image aussi aux États-Unis où ils font le dernier rempart contre l'Iran, le Liban. Ouais, c'est exactement ça. Puisque là, je ne vois pas de nouvelles questions, je vous propose qu'on fasse une question arrivée. Après, on pourra faire une mini pause culture si ça vous va. Velox Furor, la judéo-chrétienté est-elle quelque chose sur laquelle l'extrême droite israélienne joue aussi dans ses discours? Ça, je pense que c'est plutôt en France que ça fonctionne. Mais effectivement, il y a une partie des Israéliens qui ont repris du coup ce discours-là, qui est en fait celui de l'extrême droite française, en fait, qui parle beaucoup de la judéo-chrétienté. D'ailleurs, il y a un livre de Sophie Bessis là-dessus qui est intéressant, où justement elle démontre ce concept de judéo-chrétien, puisque les chrétiens ont quand même été souvent ceux qui ont tué les juifs. Et en nombre très important. Mais il y a cette. En fait, il y a aussi le partenariat entre les Israéliens et les évangélistes américains, sionistes, qui sont au fond antisémites, puisque pour eux, l'idée, c'est de ramener les Juifs en Terre Sainte pour qu'il y ait la fin du monde. En gros, ça, je résume de manière très, très caricaturale. Mais il n'empêche que c'est une base importante de l'électorat de Donald Trump, et notamment qu'il influence beaucoup sur sa politique israélienne. Donc, les Israéliens jouent aussi pas mal sur ça, avec ces chrétiens-là. Il y a ce truc de... En fait, c'est quand même aussi... c'est plus facile pour nous, entre guillemets... ils expliquent que c'est plus facile pour vous d'être avec nous que d'être avec les musulmans, que vous combattez par ailleurs en Europe, et jouent sur l'islamophobie, qui en Europe grandit évidemment. Je mets les liens au fur et à mesure dans le chat de ce dont on parle. Est-ce que la flottille a eu un écho à Gaza, demande Arabe Topaz? Oui, il y a des Gazaouis qui étaient vraiment très très heureux de voir que le monde se mobilisait, était prêt à prendre la mer pour leur venir secours. Ils étaient même sur la plage prêts à les accueillir. Donc non, il y a eu un écho. En fait, les Palestiniens regardent beaucoup ce qui se passe à l'extérieur dès qu'ils peuvent. Et les Palestiniens de Gaza, j'entends, parce que ceux de Cisjordanie, ils le peuvent évidemment. Et il y a un grand appétit politique, je trouve. Moi, je trouve ça assez fascinant parfois. Les gens qui viennent me parler de choses, mais moi, je sais pas. J'étais pas au courant, en fait, et c'est vous qui me
qui me donnait l'info. Et donc là, sur la flottille, ils suivaient évidemment. Il y avait vraiment et même les manifestations aussi. Hein. Grandes manifestations. Je me souviens des rues bondées à Londres. Ça avait beaucoup, beaucoup touché les Palestiniens. En Cisjordanie et à Gaza cette fois-ci. Mais c'est vrai que toutes ces mobilisations, finalement, elles ont pu aussi faire pression pour accélérer ce cessez-le-feu. Et j'ai vu cette question plus haut dans le chat. Est-ce que finalement, maintenant que cet accord sera signé, tout ce qu'on a pu voir de mobilisation sur les réseaux sociaux, flottilles et compagnie risque de s'arrêter et des exactions pourront reprendre finalement loin. C'est pas les exactions pourraient reprendre, c'est plutôt... en fait, il n'y a pas de solution politique, donc tant que la pression, elle n'est pas là, et malheureusement, c'est un peu compliqué qu'il y ait pression quand il n'y a plus le sang qui coule, quoi. Ouais. Mais je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi une prise de conscience. Et notamment, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est la prise de conscience que Israël est une puissance coloniale. Et là où, franchement, avant le 7 octobre, c'était pas si évident. En tout cas, pour les gens lambda, pas les gens qui suivaient forcément. Il y avait un peu cette idée que c'est deux en conflit, quoi. Puis de toute façon, ils se mettront jamais d'accord, ils sont toujours en conflit. Mais il y a pas... Là, la dimension coloniale, elle est claire. Il y a eu quand même aussi une mise au banc international d'Israël, en tout cas symboliquement, pas par les politiques, pas par les gouvernements, mais je pense que ça, c'est difficile d'en revenir, quoi. Oui, c'est vrai qu'au début du génocide, on voyait encore des commentaires sur Mediapart qui expliquaient que c'est une guerre de religion, en fait. Oui. Voilà. Anna Malforme demande est-ce qu'on sait qui a participé aux négociations? Est-ce que le gars qui a failli se faire exécuter par des missiles tirés sur le Qatar en faisait partie? L'ambiance devait être un peu bizarre. Oui. L'ambiance devait être un peu bizarre, alors. En réalité, il y a eu une espèce de... Enfin, de ce que j'en sais, j'étais pas là, mais... Il y a eu une espèce de va-et-vient des Qataris, Égyptiens et Turcs entre les salles, entre les Israéliens et les gens du Hamas. Mais effectivement, c'était quand même très, très étrange d'avoir Khalil El-Haya qui était là, qui venait d'échapper à cette attaque israélienne. Les Israéliens aiment bien faire ça, bombarder les gens avec qui ils négocient après, mais... Effectivement, ça met pas la meilleure ambiance. Mais de toute façon, l'ambiance devait pas être déjà au top à la base. Moving Clo, on est toujours d'accord pour faire notre autocritique, mais de là à dire que Mediapart a beaucoup participé à camoufler, je pense que c'est un peu pousser le bouchon parce que, une fois de plus, il y avait personne qui pouvait se rendre sur place et le pôle international a, dès le départ, essayé de couvrir au mieux que leurs moyens leur permettaient ce qui se passait. Donc, camoufler, n'exagérons pas. Oui, je pense qu'en plus... bien de rappeler que dans le climat médiatique français, c'est quand même important de souligner le travail qui a été fourni parce que c'était quand même aussi très à contre-courant, en tout cas au départ, quoi. Oui, puis j'ai pu observer une confusion en allant sur d'autres streams, entre d'une part ce qui peut être publié dans le club de Mediapart, où je rappelle n'importe qui peut écrire un billet de blog, donc ce n'est pas parce que c'est écrit Mediapart au-dessus que c'est les journalistes de Mediapart qui l'ont écrit, et aussi avec des tweets de fois de membres de l'équipe qui tweetent en leur nom propre et qui ne représentaient en rien les débats qu'ils pouvaient avoir à la rédaction. Donc vraiment, je vous invite à aller voir la couverture telle qu'elle a été faite dans le journal, pour vous informer. Alors, Fanfan Nilois se posait des questions sur le rôle de la Turquie. Ah oui, alors la Turquie, ils sont arrivés plus tard dans les négociations. Là, c'est aussi peut-être qui fait que ça va peut-être tenir ce cessez-le-feu. La Turquie a des intérêts régionaux très clairs, en fait. Elle est en très mauvais termes avec Israël officiellement, mais en fait, officieusement, ils font du commerce et donc elle est quand même un acteur régional important. Et sur la Syrie, en fait, elle est très très impliquée. Et donc je pense qu'il y avait cette idée aussi de continuer son chemin de puissance régionale en s'impliquant. Et puis ils avaient quand même en gros, en fait, là où les Turcs avaient un grand intérêt, c'est qu'ils sont un des pays qui héberge des leaders du Hamas. Au lapsus, puisque les autres sont au Qatar, justement. Et que, on va vu aujourd'hui avec l'attaque sur le Qatar, en fait, ils ont de plus en plus de menaces du fait d'héberger des membres du Hamas, donc ils ont quand même envie que l'accord se fasse et qu'ils fassent partie de l'accord pour justement
mettre des garanties et s'éviter peut-être aussi un exil massif des gens du Hamas chez eux, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie en fait d'avoir des gens du Hamas sur leur sol. Donc voilà, c'était un des enjeux, je pense. Ne t'inquiète, Lucumi, j'avais compris, c'est juste pour compléter. Boukcha, il demande si tu as eu des problèmes avec des autorités françaises, vu que par rapport à ton travail sur la couverture, est-ce que tu as déjà subi, j'imagine, j'élargis un peu des pressions au-delà des autorités françaises Alors, les autorités françaises, non. J'ai eu des pressions par les autorités israéliennes, oui. J'ai eu des menaces de mort à titre privé, mais ça c'est des individus. Est-ce qu'il y a des autorités autres que les États-Unis et Israël qui veilleraient à la non-reprise du génocide? Parce que traité signé ou non, c'est une dit Noël Cohen, qu'est-ce qui empêchera Israël de reprendre le massacre? Les Égyptiens, les Qataris et la Turquie donc font partie des médiateurs qui sont aussi garants des garanties. Bon, écoutez, je vous propose une petite un interlude que vous connaissez sans doute. Alors, je vais mettre en 2 temps. Parce qu'il y a un jingle dans ton casque. Raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Ouais, j'ai l'impression. Voilà, c'était le jingle Père Castor. C'est le moment de nous parler de tes recommandations culturelles. Hop, tu as fait tes recommandations thématiques vu l'émission de ce soir. Tu peux parler de ce que tu veux dans l'ordre que tu veux. Apparemment, si l'on connaît. Oui, ça a été mis en place par les gens qui nous suivent, en fait, qui ont réclamé à la fin de chaque émission les recocultures de l'invité du jour. Donc voilà. Et en fait, c'est quand même très, très axé. On dirait que je passe ma vie à ça, mais c'est un peu vrai quand même en ce moment. Alors, en fait, j'ai mis Intervention divine, qui est un film d'Elia Suleiman. Je trouve vraiment intéressant parce qu'il est déjà beau, poétique, et aussi parce qu'il traite par l'absurde toute cette occupation, cette colonisation, et ça fait du bien, en fait, d'avoir un petit peu ce point de vue là sur l'occupation et traité un peu par l'absurde. Il y a un petit côté parfois Jacques Tati. Je t'interromps une petite seconde. On a un raid qui nous vient d'Opost. Merci beaucoup pour votre raid. On est en train de parler avec Clotilde Mravko, qui est journaliste spécialiste du Moyen-Orient, du cessez-le-feu à Gaza et ses conséquences pour les Gazaouis, sa réception internationale. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous arrivez pour les recocultures de Clotilde qui nous parle justement d'un film palestinien sur l'occupation qui date de 2002. Ouais, donc c'était Intervention divine de Elia Suleiman. Et donc je disais que je l'aimais bien parce que c'est poétique, c'est un peu absurde et ça raconte bien justement l'absurdité de cette vie sous occupation. Et en fait, c'est une satire de l'occupation finalement. Naila and the Uprising, c'est plutôt un documentaire. C'est un documentaire. Et je l'aime beaucoup parce que c'est entrecoupé de films de dessins d'animation. Et ça raconte la vie de Naila Ayesh, qui est une femme qui s'est engagée en fait politiquement dans le mouvement de la première intifada, mais aussi avant, pendant les années 80. Et bien, elle a été emprisonnée et elle a perdu son bébé en prison. Enfin, elle a fait une fausse couche à cause des mauvais traitements que lui infligeait l'armée israélienne. Et ça retrace cette histoire, ça retrace la lutte des femmes, leur place dans les années 80 dans la résistance palestinienne populaire, pacifique. Et ça montre aussi la violence de la répression israélienne. Mais je trouve ça intéressant parce que ça montre le point de vue de ces femmes. Parce qu'on parle souvent, du coup, des combattants, des hommes palestiniens. Mais en fait, les Palestiniennes sont très investies aussi. Et tu nous as recommandé 2 livres. Voilà, donc Un détail mineur d'Adiana Shibli qui retrace en fait l'histoire d'un viol
pendant la Nakba en 1948. Et puis, qui est très froid, mais très, je trouve, assez parlant de cette période dont on parle pas vraiment. Et, en tout cas, qui n'a pas été beaucoup romancé, qui n'a pas beaucoup, dont la fiction ne s'est pas beaucoup emparée. Et puis, ça n'a pas forcément à voir avec la question, mais ça reste dans la région. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, qui est donc qui est en fait le dernier livre que j'ai lu, donc mais qui m'a bien marqué. J'ai bien retrouvé l'Égypte et j'ai trouvé que c'était une certaine Égypte, le Caire des années 80, d'une certaine élite aussi, avec tout ce qu'elle va de convention sociale. Mais c'est bien écrit et c'est vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a j'ai vécu au Caire. Vécu au Caire, du coup, dans les années 80. Pas dans les années 80, non, même après. Oui. Je suis pas si vieille, mais en tout cas, ça m'a replongé dans certains souvenirs, parce qu'il y a des choses qui avaient pas forcément changé, ou en tout cas, qui étaient un héritage aussi de ces années-là. On a tout dans le chat qui dit qu'il est vraiment très bien écrit, ce livre. Dans le chat, si vous avez envie aussi d'envoyer vos recommandations, vous pouvez, sur le thème. On est toujours preneuse de bons conseils. Yasmine Hamdan vient de sortir un nouvel album. Effectivement. Elle était la compagne ? Ils sont pas toujours ensemble ? C'est le moment potin. Ah oui, d'accord. Et carrément, François Nilois, il a lâché les chiens, là. Le Caire à moitié plein ou à moitié vide. Ah, mais on s'est pas dit au revoir encore. Qu'est-ce qui se passe là? Je le vois, Karim, il est prêt à partir. J'allais voir s'il restait des questions avant qu'on se dise bonne soirée. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. Je pense notamment aux personnes qui nous ont rejoints lors du raid et qui n'auraient pas eu l'occasion, plus tôt. Ça, on l'a déjà, joli. Ah, Karim, tu dois y aller. Bah, ok, n'hésite pas, du coup, à repasse lundi prochain. Bonne soirée. Ah, Terence, c'est vraiment notre abonné chouchou. Comment s'est passée l'intégration? Il est là chaque lundi. Oui, Lucumi, il a le droit d'avoir une rupture mentor de médias par Karim, mais d'avoir une personne. Je sais pas si on tolère, mais ok. Mais ok, pour cette fois-ci, je ne retirerai pas son statut VIP, d'accord. Mais donc, Terence a toujours des questions sur le fonctionnement du journal. On dirait qu'il est là comme une petite souris qui connaît donc même nos rituels parrain, marraine. Voilà. Alors, en fait, c'est ouais, mais c'est intéressant comme question, parce que du coup, je vais pouvoir dire un truc qui m'a frappée. En fait, je suis arrivée donc à la rédaction. Déjà, à la conférence de rédaction, tout le monde dans la rédaction peut participer à la conférence de rédaction, c'est-à-dire tout le monde, vraiment tous les employés de Mediapart, même ceux qui sont pas journalistes. Et tout le monde peut participer, c'est-à-dire participer vraiment, poser des questions, donner des avis sur des sujets, proposer des sujets. Et donc ça, c'était vraiment un truc qui m'a vraiment marqué, parce que je trouvais ça super, en fait, d'avoir des avis extérieurs de journalistes, parce que des fois on se parle aussi entre nous, quoi. Enfin, finalement, pas mal d'avoir d'autres avis de gens qui connaissent pas forcément le sujet parfaitement, etc. Et surtout, on commence toujours par cette question: est-ce que vous avez des remarques sur le journal de la veille? Et là, ça, moi, j'avoue, le retour critique. En fait, c'est assez drôle, parce que finalement, le journalisme, à l'extérieur, on parle beaucoup de liberté d'expression, liberté éditoriale, etc. Mais dans les rédactions, c'est en pratique plus compliqué que ça. C'est plutôt des rapports, c'est-à-dire que si moi, tel ou tel article m'avait déplu, je pense que j'aurais été peut-être le dire en privé. Mais en tout cas, en conférence de rédaction, critiquer, discuter, repenser un titre, etc., de manière collégiale comme ça, tous les matins, c'est un truc que j'apprécie. Non, alors je pense pas que Terence ait une moustache. Ce n'est pas Edoui. Est-ce qu'on a déjà vu Terence et Edoui dans la même pièce? Non. Bon, en tout cas, merci vraiment. Je lis un peu le message de remerciement, parce que ça fait plaisir. Clotilde, c'est pour toi. Merci pour ce que vous faites. Clairement, il y a du courage, du sérieux, ça fait plaisir, ça donne du courage dans ce monde incertain. Il y avait aussi des gentils remerciements de Karim que j'ai un peu chambré. Clotilde est passionnante et maîtrise son sujet. Merci. Prenez soin de vous. Encore et merci pour ce moment passionnant. Je suis contente, parce que merci pour ce que vous faites. Donc, vraiment, ça fait plaisir en tout cas de partager à chaque fois ce moment le lundi soir avec vous, et de pouvoir
répondre à toutes les questions comme ça, en direct, quoi. Non, en plus, les questions étaient hyper intéressantes, très variées. Franchement, c'était très, très chouette. Et je vois, Luc, mis ce message avec Léa, on peut faire toutes les photos qu'on veut de nos jours. Je ne veux pas ce mix, croisons-les, qu'on n'a pas demandé entre Terence. Si vous avez les recos pour le raid, on s'est pas encore dit au revoir parce que je ne vous ai pas annoncé que vendredi prochain, vous pouvez retrouver Os Politique ici même de 10h à midi pour la média partinale ou abonnez-vous matin. Je vous laisse dire les deux. Vraiment, j'ai lâché le combat. Il reçoit Judith de Demoiselles d'horreur qui va parler du rôle des femmes dans les films d'horreur, dans la fiction. Voilà. Donc, un sujet assez cool. Vous retrouvez alors pas lundi prochain, notez. C'est important, exceptionnellement. Pour abonnez-vous, soir. On se retrouve mardi prochain avec Faiza Zerwala. Elle est déjà passée, vous le savez, elle est fan de Beyoncé, mais néanmoins, je l'apprécie. Et elle a un empêchement tous les lundis soirs, ce qui fait que c'était soit on décalait au mardi, soit elle ne pouvait plus jamais passer dans abonnez-vous. Et ça, on s'est dit, ce n'est pas normal. Donc, on décalait mardi pro. Et elle nous parlera de sa chronique que vous connaissez peut-être déjà dans Mediapart à découvert. C'est une chronique qu'elle a lancée au printemps et qui raconte le rapport à l'argent de celles et ceux qui n'en ont quasiment pas, puisqu'elle elle couvre la précarité et via différents portraits à chaque fois. C'est vraiment, c'est très intéressant et touchant. Et ça rappelle que depuis que Macron a été élu, les Français sont de plus en plus pauvres. Donc voilà, vous pourrez lui poser vos questions, et aussi vous lui envoyer du soutien parce que c'est quelque chose qui est pas facile quand il y a un rapport comme ça avec des gens qui placent beaucoup d'espoir en Mediapart et pour qui malheureusement tu peux pas faire grand chose si ce n'est porter leur voix, ce qui est déjà bien. Très bonne chronique, Terence, surtout vis-à-vis des commentaires des gens sur le vécu des témoins. Merci Terence. Je vous jure que c'est pas Edoui. Je vous jure, Terence. Un jour, on l'invitera pour prouver que ce n'est pas Edoui. Alors, c'est parti pour le raid quand même. On va pas vous laisser